Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle formation Flash. Nous sommes en direct et serons ensemble pendant environ 2 heures. Vous aurez bien évidemment la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat à droite de votre écran. Et nous aurons également Thomas qui nous assistera techniquement pendant toute la présentation. D'ailleurs, Thomas vous adressera également cette présentation et le replay très prochainement. Aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous rencontrez des problèmes techniques. Pour démarrer, vous verrez également que nous vous invitons également à participer à nos sondages au début de la présentation. Pour animer notre formation Flash intitulée « Savoir détecter et gérer des phénomènes de radicalisation dans son entreprise », j'ai fait appel à notre expert, Aziz Akroun. Mais avant de lui laisser la parole et d'aborder en détail le sujet qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter brièvement notre groupe au travers de notre film institutionnel. Parce que la formation fait du capital humain le cœur de la réussite entrepreneuriale de nos clients, nous les accompagnons dans une démarche globale grâce à une offre à 360 degrés conçue autour de 4 piliers majeurs. Innover, pour concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales pour proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. En synthèse, le groupe M2I, c'est plus de 35 ans d'expérience en matière de formation professionnelle. Nous sommes également installés dans 35 agences au niveau national avec une implantation internationale. Et puis également, le groupe, c'est 2500 formations réparties sur tout le territoire avec de nombreuses formations également animées, aussi bien en présentiel et en distanciel, avec la même qualité et le même engagement pédagogique de la part de nos intervenants. Nous proposons également des formations qui sont éligibles au CPF, donc qui sont sanctionnées par une certification. Et nous comptons aujourd'hui plus de 4200 clients actifs. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais, Aziz, si tu veux bien, te laisser poursuivre. Et on se retrouve juste après. Merci. Merci beaucoup Céline. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, enchanté de vous retrouver pour cette session dédiée donc à un sujet qui, voilà, pour le coup, a quand même été, je tiens à vous le souligner, décidé un certain temps déjà. Donc, l'actualité, en revanche, nous donne parti sur la question. Donc, pour le coup, je vais effectivement me borner avec vous pendant l'espace de 2 heures à répondre à un certain thème et prévenir la radicalisation, donc un sujet qui, en principe, fait souvent tabou, fait souvent sujet à interrogation dans les entreprises. Or, et vous le savez, on le reverra, il y a une obligation aujourd'hui qui pèse sur un principe de sécurité qui doit être engagé dans l'entreprise, et c'est pourquoi on a décidé évidemment de traiter de cette thématique. Alors, je vous passe rapidement la présentation de qui je suis, puisque ce n'est pas le plus important, et on va tout de suite rentrer dans le vif. Alors peut-être, et je vais demander tout de suite à Thomas de me tenir informé, on avait décidé de faire un sondage. Alors je ne sais pas où on en est. Oui, ils sont lancés. Bonjour à tous. Bonjour Aziz. Oui, les sondages sont lancés. D'accord. On a déjà une première tendance que je peux d'ailleurs dessiner. Avez-vous déjà mis en place une action de prévention ou un protocole d'alerte? On a non à 100%. D'accord. On a pour l'instant une seule réponse et on a une fonction RH. D'accord. Mais j'invite bien sûr notre auditoire à se diriger vers l'onglet sondage qui se trouve juste en dessous de l'onglet chat
et de donner vos réponses. Alors, en même temps, quelque part, et je ne suis pas forcément surpris, c'est vrai que ce genre de thématique, hein, en tous les cas dans le domaine de l'entreprise, hein, savoir détecter et gérer des phénomènes de radicalisation dans l'entreprise, habituellement, dans ce genre de webinaire, on a effectivement un public RH, un public de directeurs d'établissement également pour eh bien savoir ce qu'on peut pas faire, là où les limites se posent, là où l'employeur doit interagir et dans d'autres cas, dans quel cas il ne doit pas interagir. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout au prélude de mon propos, on est sur une thématique extrêmement sensible, donc il faut vraiment y aller avec pincette et ça sera tout l'objet de ma présentation de ce matin. Je vais essayer de vous démontrer quelques indices concordants qui pourront justifier d'un phénomène de radicalisation, qui d'ailleurs ne doit pas bien sûr être confondu avec une appartenance plus généraliste, hein, puisque il y a un débat qui est posé, on y viendra tout à l'heure, et puis on examinera bien sûr au fur et à mesure ce qu'un employeur peut ou peut pas faire dans une entreprise en matière de régulation comportementale et jusqu'à la sanction disciplinaire qui pourrait aller bien sûr dans le cadre du plus gravissime en tous les cas sur une sanction du type licenciement. On verra également qu'il y a des actions externes auprès des services judiciaires en cas de besoin. Alors, on rentre tout de suite dans le vif avec cette notion donc de radicalisation dans l'entreprise. Alors, vous le voyez hein, dans cette slide, je reprends quelques éléments généraux et donc par leur nature, hein, par leur activité, leur renommée, le rassemblement de personnes qu'elles constituent, les entreprises sont exposées à la menace terroriste. Alors, le sujet a toujours effectivement beaucoup fait parler de lui. Je ne vais pas vous faire une rétrospective des événements géopolitiques qui ont frappé le territoire national ou de plus généralement les territoires internationaux, mais c'est vrai que depuis 2001, sur le territoire, cette fois-ci mondial, il a bien été question de prendre en compte les actes et les risques terroristes. Et par rapport à cette notion d'acte terroriste, une question s'était posée, c'est est-ce que oui ou non, on doit poser un principe de vérification et de surveillance des personnes. Et en France, par exemple, il avait été question, bien sûr, de superviser le comportement des individus pour détecter tout risque qui pourrait vaciller à un phénomène terroriste. Alors, entendons-nous bien, le raccourci est malheureusement très souvent fait, en France comme ailleurs d'ailleurs, sur cette notion dite de terrorisme et de radicalisation. Alors que dans les faits, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué. Il existe des observatoires. Aujourd'hui, il existe même un département interministériel chargé de détecter et de travailler sur cette question. Donc, encore une fois, on ne peut pas non plus faire un raccourci rapide. Mais dans la mesure où effectivement il fallait bien prendre à un moment donné un indice minimal pour pouvoir effectivement faire ce que l'on appelle une surveillance générale, eh bien il fallait bien qu'on se fie à un facteur préférentiel. Et le facteur préférentiel, ça a été bien sûr à un moment donné la question de la radicalisation. Alors, mon propos sera orienté évidemment parce que je le sais déjà que ce qui est attendu c'est la radicalisation religieuse, mais il est évident qu'il existe d'autres types de radicalisation. Alors, effectivement, l'actualité et la situation géopolitique nous amènent aujourd'hui à zoomer sur un phénomène, mais la radicalisation existe à bien des égards. Hein. On pourra parler de radicalisation écologique, on pourra parler de radicalisation régionaliste. Hein, cela existe aussi, et là aussi on a des phénomènes propres à la radicalisation, je vais vous définir tout à l'heure, et qui pourraient entraîner ipso facto derrière un phénomène de violence terroriste juste derrière. Donc, encore une fois, hein, le temps nous est imparti, mais en même temps, la réalité de terrain nous amène à zoomer sur une partie qui est la plus discutée et la plus sensible de France, ce sera évidemment la radicalisation religieuse. Alors, je vous précise juste en dessous cependant une remarque et je garderai en tête cela et je vous demanderai de garder cela aussi en tête rigoureusement. Je vous précise que l'obligation de santé, l'obligation de santé sécurité pesant sur chaque employeur reste la raison première s'agissant de cette détection et lutte contre la radicalisation. En revanche, on verra au travers de cette présentation les enjeux, les principes, les indices cruciaux qui permettront d'aiguiller quiconque dans l'entreprise pour gérer cette situation à la fois importante et délicate. Alors, pour la remarque, elle mérite d'être faite puisque nous avons essentiellement du public RH. L'obligation de santé-sécurité n'oblige pas à détecter en elle-même la radicalisation. C'est-à-dire que c'est un petit peu particulier, mais pour rentrer un petit peu dans le vif, la radicalisation, ce n'est pas un texte juridique. C'est un faisceau d'éléments concordants selon les inspirations du comité interministériel à la lutte contre la radicalisation au niveau national. Donc, il n'y a pas une définition juridique dans un code, mais il y a en revanche un phénomène de sécurité qui pèse sur l'employeur. Et ce phénomène, cette obligation de sécurité, c'est l'idée selon laquelle je m'assure que mes collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions, sécurisées et sécurisantes. Mais malheureusement, dans certains cas, une atmosphère, j'allais dire,
problématique, on va utiliser un terme générique, ça peut entraîner une sorte de mal-être, une sorte de malaise, et qui pourrait ipso facto entraîner finalement une obligation pour l'employeur d'interagir. Donc c'est pas tant le phénomène en lui-même de radicalisation qui doit justifier l'intervention de l'employeur, c'est plus le malaise que cela va entraîner dans les équipes. Alors ce que je vous dis en revanche est à prendre avec des pincettes, parce que là je vous parle au niveau droit social, mais après au niveau du droit pénal, il y a évidemment l'obligation de dénoncer tout événement ou toute suspicion à la croyance d'un phénomène de radicalisation dans ces troupes. Là, je me réfère effectivement à l'affaire Post-Charlie, rappelez-vous. On a un président à ce moment-là qui va nous dire ouvertement que l'attention doit être portée dans tout cas de figure, que cela soit dans la vie privée, que cela soit dans la vie professionnelle, que cela soit dans la vie associative. On va vous demander aussi bien de superviser vos voisins que de superviser vos collègues. Alors, on ne doit pas rentrer dans un sentiment ou dans un régime de terreur, mais l'alerte peut être donnée par quiconque. Et on demande à chacun d'être acteur d'un phénomène minimal de prudence, de vérification et peut-être même, malheureusement, d'alerte dans certains cas de figure. Et donc, on est tous acteurs minimal d'une dénonciation potentielle. Et donc, si vous voulez, l'employeur, il est pris entre deux prismes. D'un côté, l'obligation sociale d'assurer à ce que ses salariés travaillent dans de bonnes conditions, mais en marge de cela, s'assurer également qu'au niveau de l'État, au niveau des recommandations étatiques, excusez-moi, au niveau des recommandations étatiques, qu'il n'y ait pas également de loupé en matière d'alerte. Donc, c'est ces deux phénomènes qui vous obligent à interagir dans votre entreprise. Alors, poursuivons, si vous le voulez bien, avec une définition, puisque finalement, je vous l'ai dit, la radicalisation, elle n'est pas définie juridiquement, mais en revanche, on a une normalisation qui a été faite. Alors, on a plusieurs auteurs et plusieurs experts sur la question qui ont proposé des formules. Alors, moi, il y en a une que je retiens notamment, c'est celle-ci. Ce serait que la radicalisation serait un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus donc adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieuse qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Alors cette définition, elle en dit long parce que elle permettra tout de suite d'évacuer, et on va le voir tout de suite après, la notion, et si je zoome sur la partie religieuse évidemment, le phénomène religieux qui rentre en concomitance parfois avec le phénomène de radicalisation. C'est-à-dire que malheureusement, il y a une erreur souvent soulevée en France, c'est qu'on essaye de laisser supposer, malheureusement, alors maladroitement ou alors pour méconnaissance, mais on authentifie parfois un phénomène religieux comme un phénomène de radicalisation, alors que ce n'est absolument pas le cas. On verra tout à l'heure la notion de phénomène religieux à proprement parler, mais qui est à mettre évidemment en marge de la radicalisation. Puisque, et vous le disiez comme moi, la radicalisation est un processus par lequel un ou un groupe d'individus adopte une forme violente d'action. Alors qu'effectivement, dans un phénomène religieux, on n'est absolument pas dans cela. L'appartenance à une communauté religieuse, elle peut se faire à titre privé, elle peut se faire de manière plus externalisée, on verra les différences. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que quelqu'un qui appartient à un phénomène religieux ou qui pratique la religion, pour être plus simpliste, pourrait effectivement dénoter derrière un synonyme de radicalisation. Donc il faudrait être précautionneux dans ses propos. Aujourd'hui, on a pas mal de raccourcis qui sont faits dans les entreprises et on a des dénonciations calomnieuses qui sont faites auprès des juridictions françaises où on se retrouve avec des employeurs, des managers qui ont fait un raccourci rapide d'un phénomène religieux en phénomène de radicalisation. Et là, il y a faute. Là, il y a faute grave, en revanche, de l'employeur ou du manager ou du service RH. Tout dépend qui est l'acteur au moment des faits. Donc, adoption d'une forme violente d'action liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux. Je vous l'ai dit, nous, pendant cette session de formation, si vous le voulez bien, cet espace de temps qui nous est réservé, nous allons zoomer sur la partie religieuse, puisque nous aurons de toute façon pas le temps de voir le reste et que même, il faut être conscient de la réalité au niveau du système géopolitique dans lequel nous sommes, c'est effectivement sur ce cas de figure-là que nous avons une prédisposition particulière et un impératif particulier à entreprendre. Alors, c'est ce que je vous explique ici, que il semble inéluctable d'évoquer comme exemple forcément classique la radicalisation religieuse, même si ce n'est pas toute la question de la radicalisation, au contraire, mais il n'en demeure pas moins que dans la réalité pratique des deux terrains, c'est quand même celle-ci qui nous amène le plus à discuter. Alors, savoir détecter et gérer les phénomènes de radicalisation, on va commencer à par la notion de radicalisation djihadiste d'une personne qui peut effectivement notamment mettre en danger le climat social de l'entreprise et surtout la sécurité des personnes, des biens au sein ou en dehors d'ailleurs de l'entreprise. Alors on revient sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le problème premier qui va se poser dans la question de la prise en charge du phénomène religieux, c'est qu'il y ait un phénomène de radicalisation, c'est une chose,
Mais la radicalisation au niveau du droit social, c'est est-ce que oui ou non ça a une incidence auprès des collaborateurs. Et si on regarde la jurisprudence, alors elle est plus ou moins riche, hein, ça dépend des périodes. Il y en a eu avant et après, bien sûr, l'affaire Charlie, mais c'est vrai que les juridictions étaient plutôt fragiles à l'époque quant à considérer qu'il y avait un phénomène grave eu égard à un phénomène de radicalisation concomitant et que la condamnation ou la sanction n'était pas forcément effectivement justifiée lorsque l'on avait détecté un phénomène de radicalisation. Ça, c'est avant Charlie. Depuis Charlie, il y a un esprit, une tendance, entre guillemets, de peur qui fait qu'aujourd'hui, toute personne qui sent une radicalisation se dessiner peut être en source de méfiance, de doute, d'interrogation, et que donc l'ordre établi du service peut être remis en question. Donc à ce moment-là, et je m'en réfère au service RH présent aujourd'hui dans cette session de présentation, si on a le rapport de preuve si on a le rapport de preuve de certains collaborateurs qui se sentent en malaise ou en souffrance psychologique ou en suspicion psychosomatique sur le lieu de travail, de par un phénomène de radicalisation, il y a une désorganisation de service. Et donc, dans ce cas-là, on revient à la notion de motif personnel et donc, une sanction peut être prononcée. Et donc, c'est dans ce terrain-là que va se positionner l'employeur. Et donc, le but maintenant, c'est de déterminer quels sont les signes de la radicalisation pour bien comprendre et bien déjouer le principe. Alors, peut-être, et on peut s'amuser à faire un petit jeu, puisque quelque part, on a un chat quand même. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire, et je vous demanderai de répondre au niveau du chat, et je vais y jeter un coup d'œil, est-ce que quelqu'un sait d'où vient le terme radicalisation? Quelle est l'origine du terme radicalisation? Est-ce que quelqu'un ici saurait y répondre? Au niveau du chat, pour le coup, donc personne n'y répond. Alors effectivement, je vais vous le dire, hein, puisque radicalisation vient du terme racine, ce qui vient de la racine, ce qui vient des sources. Et c'est vrai que radicalisation, à la base, au niveau, en tous les cas, religieux, on a effectivement tendance à dire que le radicalisé, c'est celui qui revient aux sources essentielles d'une base idéologique religieuse. Bon, alors, évidemment, on n'est pas là pour faire de la sociologie ou du débat religieux, mais il est évident que la radicalisation, c'est pas aussi facile que cela au niveau religieux. En tous les cas, ce n'est pas forcément revenir aux sources. En tous les cas, c'est une interprétation de la source religieuse à son paroxysme, on va dire, ou en tous les cas orientée selon une vision poussée et selon une considération orientée. Donc, c'est quand même un petit peu différent. Mais l'origine de la radicalisation, c'est bien revenir aux sources, principalement. Et l'idée, c'est que face à un phénomène de radicalisation, on puisse interagir. Maintenant, le débat, c'est de savoir à partir de quand on peut dire qu'il y a radicalisation. Alors, la radicalisation, c'est 3 phénomènes. La radicalisation, c'est un processus marqué par des ruptures comportementales. Phénomène numéro 1 que je vais travailler avec vous maintenant. L'adhésion à une idéologie extrémiste, pardonnez-moi, et enfin, l'adoption de la violence et de passage à l'acte de soutien et à l'apologie. Alors, eu égard au fait que ces 3 critères sont cumulatifs pour pouvoir effectivement parler de radicalisation violente, il faut revenir bien sûr aux sources, et bien sûr la source première, c'est le phénomène religieux, puisque il ne faudra pas commettre l'erreur malheureusement fatale qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les entreprises de France, entre ce que l'on appelle d'un côté la radicalisation et de ce qu'on appelle de l'autre côté le phénomène religieux. Alors, qu'est-ce que le phénomène religieux? Alors, le phénomène religieux aujourd'hui, c'est le fait d'avoir démontré ouvertement dans une entreprise une appartenance supposée ou avérée à une religion et à le démontrer, alors je dirais extérieurement, mais je prendrai des pincettes comme je vous le dis, quand je vous le dis, parce que c'est démontré extérieurement au sein, en tous les cas, de l'établissement, où en tout état de cause, les remarques, les propos, les attitudes pourront être sensiblement perçues extérieurement. Je vais vous donner des exemples très clairs. Ce sera par exemple, et c'est le célèbre cas qu'on retient, c'est le célèbre cas qu'on retient habituellement d'ailleurs au niveau national, c'est la démonstration du signe ostentatoire religieux. Par exemple, le port d'un voile, le port d'une kippa, ou alors effectivement le port d'un bijou qui représente un acte, du moins un signe religieux. Donc effectivement, dans les faits, ça c'est un phénomène religieux. C'est un phénomène religieux, ce n'est pas une radicalisation. Si demain, un collaborateur décide de porter en lui-même comme ça un voile ou une kippa, on ne peut pas prendre le raccourci de dire j'ai un phénomène de radicalisation en cours. Heureusement. Heureusement qu'on n'est pas à cela. Alors, je vous dis en même temps heureusement, cela dit, c'est un des indices qui peut être pris. Un indice seul ne suffira pas, on le verra tout à l'heure. Il va falloir effectivement une concomitance d'événements pour pouvoir parler de radicalisation. Donc, c'est sûr que voilà, premier phénomène religieux, le plus courant, c'est cette démonstration extérieure d'une appartenance supposée ou avérée d'ailleurs à une religion. Quand vous portez un t-shirt avec écrit I love Jesus, ça ne veut pas forcément dire
que l'on est chrétien. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'on arbore une tenue peut-être un petit peu exotique et qu'on a envie effectivement peut-être soit de faire rire la galerie ou alors même le t-shirt nous plaît, on a décidé de le porter. Donc ce n'est pas forcément une identité affichée et réelle. Autre phénomène religieux que l'on retrouve régulièrement, bien sûr, ce sera, pourquoi pas, la pratique de son culte sur le lieu de travail. Et je rappelle à ce titre que pratiquer le culte sur son lieu de travail n'est pas démis de tout droit, c'est-à-dire que si on veut pratiquer son culte sur son lieu de travail, si ça peut être visible des yeux des autres, et c'est ça la différence, si ça peut être visible des yeux des autres, eh bien pour le coup, vous avez à l'annoncer à votre employeur, vous avez à l'annoncer à votre direction, de manière à ce que soit eh bien, une démarche soit entreprise unilatéralement par l'employeur pour qu'il vous y donne droit. Alors ça veut dire qu'il va vous mettre à disposition une salle, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les entreprises une salle de religion, une salle religieuse. Mais cela, encore une fois, cela ne se suppute pas. Il faut faire la démarche active de demander à son employeur. L'employeur étudie l'opportunité à y donner une suite favorable ou défavorable et en dernier lieu vous donne une réponse. Alors c'est un petit peu plus technique, mais je ne vais pas vous perdre en processus, etc. Mais vous savez que ça passera devant le CSE de votre entreprise qui va superviser le bien fondé de la démarche, superviser la qualité de l'équipement dans lequel nous sommes, notamment si oui ou non vous avez une salle libre, si cette salle est hermétique. Alors quand je dis hermétique, c'est dans le sens où on ne peut pas visuellement, extérieurement voir ce qui se passe, parce que le but c'est de ne pas déranger ou surprendre les personnes qui sont autour. Alors celui qui pratique sa religion doit le faire de manière privée, mais en même temps il ne doit pas obliger les personnes qui passent par exemple au travers des couloirs de superviser cette scène. Donc voilà tout le débat. Donc cette salle religieuse, elle existe. Aujourd'hui en France, on a clairement des augmentations significatives de salles de religion. Alors dans mes propos, puisqu'on parle de radicalisation djihadiste, il est évident que je vous parle de religion musulmane en priorité, mais il est évident qu'une salle de religion, quand elle est établie pour toutes les religions, bien sûr. L'idée, c'est que toute personne qui aimerait pratiquer sa religion puisse accéder à cette salle. Il n'y a pas de favoritisme. L'idée, c'est que même si c'est un culte particulier qui exige une salle pour pouvoir effectivement pratiquer son culte, il n'en demeurera pas moins que derrière, eu égard à l'idée de la lutte contre les ruptures d'égalité de traitement, il ne pourra pas être possible de privilégier, par exemple, une religion par rapport à une autre. Alors, j'ai vu, dans certains cas de figure, mais ça, c'est vraiment casuistique, mais j'ai vu, dans certains cas de figure, des salles de religion en fonction des cultes. Alors, ça, c'est un choix personnel de l'employeur. À mon sens, c'était peut-être à mon sens, c'était pas le bon plan, mais bon, l'entreprise fait ce qu'elle veut après. Je vous rappelle que l'employeur est seul maître à bord dans son entreprise, donc arrêt Bridon 1956. Donc de fait, si vous décidez de faire 3 salles, vous faites 3 salles. Si vous voulez mettre en avant 3 cultes, vous mettez 3 cultes. Après, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez un culte, il faudra mettre une nouvelle salle, parce que sinon, il y aura clairement discrimination. Donc c'était tout le débat. Alors dans le phénomène religieux, même chose, attention, le comportement d'un individu peut changer. Et là aussi, attention au risque de détour et de raccourci qui consisterait à dire il se radicalise. Non, c'est pas simplement parce qu'il a changé d'attitude qu'on peut dire qu'il se radicalise. Le fait d'observer une religion de manière rigoureuse ne veut pas forcément dire automatiquement qu'on est radicalisé. Radicalisé veut dire, et on l'a lu tout à l'heure ensemble, qu'il y a une pratique violente qui va se faire en concomitance. Donc attention à ne pas se tromper entre pratique religieuse et radicalisation. Donc, je poursuis donc effectivement une position, une façon d'être qui pourrait changer. Je vais vous donner un sujet qui malheureusement fait aussi grand bruit dans les entreprises de France. C'est par exemple, je vous donne un cas avéré, c'est d'ailleurs arrivé en jurisprudence, un collaborateur qui, du jour au lendemain, annonce qu'il ne fera plus la bise à une dame, il ne lui fera qu'un serrage de main, parce qu'il ne peut pas se permettre de faire une bise à une femme sur son lieu de travail. Alors, on peut aussi se demander la raison du pourquoi il le refuse. Est-ce que c'est forcément pour des raisons religieuses ou est-ce qu'il peut y avoir une raison autre? La question, effectivement, est ouverte. Alors, lui, il va ouvertement dire que pour des raisons religieuses, il préfère ne plus faire la bise à cette femme. Donc, de fait, on va considérer qu'il va y avoir répudiation sur le lieu de travail et on va aller sur le terrain de dire qu'il y a radicalisation. Là, la justice va trancher, évidemment, en défaveur de la position adoptée par l'employeur. Ce n'est pas parce qu'on a dit non à une bise, ou c'est pas parce qu'on a décidé de changer son comportement qu'on est tout de suite radicalisé. Évidemment que c'est abusif. On verra tout au long de mes propos que la radicalisation, cela ne se dénote que dès lors qu'il y a un faisceau d'éléments additionnés les uns aux autres qui nous permettra de dire à un moment donné, OK, on est face à un phénomène de radicalisation ou pas. Donc attention, les raccourcis, ça n'a pas sa place dans l'étude justement de la radicalisation et surtout la supputation n'a pas sa place non plus dans le phénomène de radicalisation. Donc,
vous voyez que le phénomène religieux, lui, il est beaucoup plus sectarisé, beaucoup plus individualisé, beaucoup plus fermé. Et ça, en revanche, foncièrement, dans une entreprise, je rappelle que la pratique de sa religion doit rester fermée. Mais si, en revanche, elle aurait des incidences sur l'activité d'entreprise, sur la considération d'entreprise, voire même dans l'apologie même des pratiques internes de l'entreprise, eh bien à ce moment-là, il y a faute comportementale du salarié, on ne parlera pas de radicalisation, on parlera de faute comportementale du salarié, qui créerait effectivement un malaise chez les collègues, et dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de parler de radicalisation, on parlerait simplement d'un comportement inapproprié sur le site. Et dans ce cas-là, une sanction disciplinaire serait plausible. D'accord? Donc le phénomène religieux, à ne surtout pas confondre avec la radicalisation, c'est une erreur manifeste qu'on retrouve souvent, et je crains malheureusement que ça se fasse malheureusement souvent comme ça dans les entreprises et qu'on ait un blocage assez régulièrement. Alors je m'arrête un instant parce que je n'ai pas accès au chat, mais en revanche, je crois qu'il y a pas mal de questions, sauf erreur de ma part. Est-ce que tu m'entends, Aziz? Non? Tout est bon? Oui, tout est bon. Nickel, ok, très bien, d'accord, parce que je voyais des indicateurs, je voyais 5, alors je me suis dit, tiens, il y a peut-être des questions, alors c'est bon, très bien. Donc, si vous aviez des questions, hein, n'hésitez pas, surtout que voilà, cette question du phénomène religieux par rapport à la radicalisation, c'est toujours un sujet qui fait grand bruit, c'est toujours un sujet qui interroge, qui mérite effectivement beaucoup d'éclaircissement. Donc, j'insiste, hein, tous ces phénomènes religieux qui sont individualisés ne sont pas constitutifs évidemment de radicalisation, bien que, si vous les prenez additionnés les uns aux autres, avec en plus une colporte de violence particulière, à ce moment-là, pour le coup, on pourrait tomber sous le faisceau de la radicalisation. Donc, maintenant, on en revient effectivement sur nos trois thématiques que je vous soulève. Donc, le processus marqué par des ruptures comportementales. Donc, c'est la première étape. Donc, si on veut définir une radicalisation, le premier élément, c'est, oui ou non, avons-nous affaire à un processus marqué par des ruptures comportementales? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans le phénomène religieux, on peut changer sa façon d'être. Mais si vous changez sa façon d'être, enfin, si vous changez votre façon d'être, et que ça reste uniquement lié à cela, simplement une pratique religieuse qui vous demande d'être plus regardant sur l'attitude, la façon d'être, écoutez, ma foi, on n'est pas sur la radicalisation. Mais si c'est la première étape de plusieurs autres, là, en revanche, il faudrait être méfiant. Donc, ce qu'on appelle processus marqué par des ruptures comportementales, je vais vous donner quelques exemples, mais effectivement, ce qui peut, entre guillemets, mettre, la suspicion ou le doute, ça sera effectivement, bien sûr, le changement d'attitude avec ses collègues. Alors, on parlera notamment d'un phénomène d'isolement. Alors, on rapporte, par exemple, si je vous donne quelques exemples qui se sont retrouvés dans des entreprises externes qui ont été à un moment donné prises en considération sur la question de la radicalisation, eh bien, vous avez par exemple le phénomène d'isolement de salariés qui, et je le répète, c'est important aussi, était préalablement particulièrement joviale, particulièrement ouverte. Si vous recrutez une personne qui, dès le départ, est isolée, vous ne pouvez pas automatiquement dire il est isolé, c'est suspicieux. Peut-être que de nature, il est comme tel. On ne peut pas non plus faire un raccourci en se disant il est comme ça, c'est douteux. Non, il va falloir un élément complémentaire. Alors que si vous avez un collaborateur qui, de base, est plutôt jovial, sympathique, ouvert d'esprit, rigolard, et que du jour au lendemain, hop, il change sa façon d'être, il devient plus isolé, plus fermé, beaucoup plus recroquevillé sur soi, c'est un premier élément qui laisse présupposer, en tous les cas, qu'il y a quelque chose de douteux. On va dire de douteux. On n'est pas encore sur la radicalisation, on est sur un phénomène douteux. Autre élément sur la rupture comportementale, c'est effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est un élément à garder en tête, c'est très important. Mais on est face à des comportements relativement marqués au niveau des genres des personnes. Parce qu'effectivement, pour le coup, ce qui va se retrouver beaucoup, c'est cette dissociation qu'on va opérer entre un homme et une femme. Alors, je ne vais pas revenir sur les considérations que vous avez pu voir au niveau des débats politiques qui existent et que vous voyez d'ailleurs régulièrement dans l'actualité. Je ne reviendrai pas sur la définition de ce que c'est que la charia, cette politique religieuse qui s'applique effectivement dans les pays arabes et effectivement qui sont les retranscriptions directes des différenciations qui existent entre les hommes et les femmes. Et donc ça se retranscrit dans la pratique religieuse poussée. Et donc, effectivement, la rupture comportementale qu'on peut avoir, ça serait effectivement, par exemple, le fait que du jour au lendemain, on ne soit plus pareil avec un homme ou une femme. D'accord? C'est le fait, effectivement, que vous puissiez, effectivement, du jour au lendemain, gardez bien ça en tête, c'est aussi important de le retenir sous cette forme-là, quelqu'un qui, du jour au lendemain, n'est plus le même parce qu'il est face à une femme ou parce qu'il est face à un homme. Alors, c'est encore plus douteux, bien sûr, lorsque par le passé, il était différent, elle était très ouverte, et que là, maintenant, non, c'est une femme, je ne lui serre pas la main, ou alors c'est une femme, je refuse d'exécuter l'ordre qu'elle me donne. C'est aussi un exemple qu'on retrouve dans les jurisprudences nationales. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est des témoignages relativement éloquents de la première phase, de la première étape de la radicalisation. Première étape de la radicalisation, donc rupture comportementale. Autre chose également,
qui permet effectivement aussi de se poser les questions dans la rupture comportementale. Je vous ai parlé d'un isolement, je vous parle aussi d'une façon d'être plus généralement fermée. C'est-à-dire que les moments d'amusement, quand on parle de fêtes, quand on parle d'organisation de fêtes, quand on parle d'organisation d'événements festifs, c'est des choses auxquelles on n'adhère pas. D'accord? Par exemple, un exemple de jurisprudence là aussi, une personne qui refuse de fêter un anniversaire. Alors attention, tombons pas dans les a priori aussi. Il existe d'autres religions qui refusent de fêter les anniversaires. Donc il n'y en a pas qu'une qui considère cela. Donc attention, il ne faut pas non plus tomber dans un systémisme, mais il n'en demeure pas moins que le faisceau d'éléments additionnés, ça peut effectivement nous pousser effectivement à nous interroger. Donc si par exemple vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui clairement s'isole, qui d'autre part en plus fait une distinction notoire entre hommes et femmes et qui en plus de cela repousse toute proposition spécifique en matière de fête ou de moments festifs, vous avez quand même quelqu'un qui est déjà dans une pratique religieuse qui semblerait être relativement poussée. Maintenant, si on regarde ces 4 éléments ou ces 3 éléments additionnés les uns aux autres, ça ne suffirait pour autant pas de dire, par derrière, nous sommes face à quelqu'un qui se radicalise. On pourra dire que c'est quelqu'un qui commence à pratiquer la religion d'une manière poussée, mais pas forcément qui se radicalise. Attention à cet écueil aussi. La radicalisation, il faut en plus qu'il y ait des phénomènes extrémistes qui se jouent. Et c'est toute la différence. Alors, bien sûr que c'est extrême que de dire maintenant, voilà, je refuse de serrer la main à une femme, ou je refuse de parler de moments festifs, ou même d'interagir dans des moments festifs. Bien sûr que c'est extrême. Mais ce n'est pas l'idéologie extrême comme c'est entendu dans la partie numéro 2 que je vais aborder avec vous, où là, vous allez devoir en plus interagir sur une position que vous allez marquer, c'est-à-dire que vous allez rentrer sur une propagande. C'est une grande différence justement avec le phénomène religieux, c'est que le phénomène religieux en général, c'est une pratique personnelle qui est escalée, qui est peut-être vachement audacieuse, qui est vachement fortement encouragée dans certains cas avec beaucoup d'enclin, mais vous passerez à une étape supérieure si en plus vous faites une propagande autour de vous. Alors, je rappelle également à toutes et à tous que la propagande religieuse est interdite. Alors, la propagande d'ailleurs philosophique, politique, religieuse est interdite. Rappelez-vous l'article 40 de la loi El Khomri notamment, la loi travail, qui interdit cette propagande religieuse, philosophique et politique, puisque effectivement elle est source à interrogation, malaise, trouble dans l'ordre organisationnel d'un service précis. Donc toutes ces questions additionnées les unes aux autres nous amènent effectivement là aussi à nous poser des questions. Donc la propagande évidemment est interdite en elle-même. Mais c'est vrai que si on regarde en premier lieu l'étape numéro 1, le processus marqué par des ruptures comportementales, qu'on prend un individu ainsi, qui a changé dans sa façon d'être, mais qui en plus de cela commence à faire de la propagande avec des idéologies extrémistes largement plébiscitées, là on commence à arriver petit à petit vers vers des indices de plus en plus concordants. Donc c'est clairement quelqu'un qui va parler effectivement d'une propagande religieuse marquée et qui va surtout en plus, et ça c'est un indice qu'il faut aussi regarder de près, dénaturer l'existant. Alors je vais vous donner un exemple de jurisprudence toujours. Lorsque vous avez des terminologies, des sémantiques utilisées particulièrement, notamment la terminologie mécréant. Le terme mécréant, par exemple, est retenu notamment par le comité interministériel de la lutte contre la radicalisation comme le terme qui laisse supposer que l'individu non seulement pratique de manière vigoureuse, mais en plus dénote fondamentalement une rupture avec les autres. Donc il existe en communauté fermée, mais il ne partage pas l'idéologie des autres. Et au contraire, pour les autres, ce sont des mécréants. Donc il est diminue et il y a ce sentiment de force et de puissance qui le laisse, entre guillemets, croire, après, ça c'est l'idéologie de chacun, mais en tous les cas, qui le laisse croire qu'il est supérieur aux autres. Donc attention, cette notion d'idéologie extrême qui pousse l'individu donc à se prémunir, à se proposer, à se montrer et à casser plutôt les autres, à dénigrer, à dégrader, comme dans les risques psychosociaux d'ailleurs, et bien dans ce cas-là, il y a effectivement un phénomène d'idéologie extrême qui commence à se dessiner aussi. Alors, autre élément dans l'idéologie extrême, c'est évidemment bien sûr de montrer extérieurement des signes extérieurs dans l'entreprise d'une appartenance poussée à l'extrême. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des signes ostentatoires religieux, qui ne sont absolument pas des démonstrations extrêmes d'une appartenance supposée ou avérée à une religion. Le fait de porter un voile, ce n'est pas forcément extrême. Alors ça peut être suspicieux, mais c'est pas forcément extrême. Tout comme le fait de porter une boucle d'oreille avec un signe religieux en pendentif en dessous, ce n'est absolument pas revendicatif d'une manière, en tous les cas, extrême. En revanche, à partir du moment où, et là on a des cas de jurisprudence, attention, donc là en revanche vous avez par exemple une prêche religieuse en guise de sonnerie téléphonique.
Par exemple, vous avez quelqu'un, alors ça appartient à sa vie privée, c'est son téléphone personnel, mais sur le lieu de travail, vous l'entendez effectivement avec cette prêche religieuse au moment où effectivement le téléphone retentit. Ou alors, autre cas de figure, c'est effectivement un collaborateur qui a sur son téléphone cellulaire clairement une image d'un Coran en fond d'écran. Alors attention, ce sont des effets personnels, donc on n'a pas le droit d'y porter une attention spécifique, mais force est de constater que le collaborateur, vous parlez franchement aujourd'hui, une entreprise connaît des salariés, et c'est très rare d'avoir des salariés qui n'ont pas de téléphone, et le téléphone, en général, il est quand même visible, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en a qui le cachent plus ou moins, mais la plupart du temps, les gens l'ont, alors parfois sur le bureau, parfois ils le sortent, parfois ceci, parfois cela. Donc, même si c'est un effet personnel, il est pris en compte, puisqu'il est montré sur le lieu de travail, donc il est pris en compte comme un indice concordant qui pourrait effectivement justifier l'idéologie extrême qui est pressentie, en tous les cas, dans cette catégorie numéro 2, l'adhésion à l'idéologie extrême. Enfin, troisième stade, c'est pardonnez pas, ce ne sont pas des cas, ce sont des critères cumulatifs. Donc, critère cumulatif numéro 3, donc après avoir démontré un processus marqué d'une rupture comportementale, mais en plus d'avoir démontré une idéologie extrémiste, il y a l'adoption d'une violence clairement affichée. Violence affichée, alors évidemment, en évoquant des passages à l'acte, des soutiens ou de l'apologie. Donc, attention, là aussi, bien sûr, il y a violence et violence, mais à partir du moment où vous avez un collaborateur qui rajoute, là, toujours des cas de jurisprudence, mais un collaborateur qui rajoute ouvertement que c'est bien fait pour lui ce qui lui est arrivé, il n'avait pas à manquer de respect à la religion, cette phrase, quand elle est citée en tant que telle, dire c'est bien fait pour lui, en parlant d'un acte criminel, délictueux, etc. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a phénomène de radicalisation. Alors là, si vous avez l'addition des trois, vous avez un comportement qui a changé, plus une idéologie extrême qui est démontrée, plus le fait de dire ouvertement, eh bien, écoute, moi je pense que c'est bien fait pour lui ce qui lui est arrivé, il n'avait pas à manquer de respect à la religion, alors là, il n'y a pas de doute. Là, on est dedans. Alors, plus timidement, lorsque vous avez des personnes qui regardent des vidéos marquées de violence à connotation religieuse. Et alors là, évidemment, ne tombons pas dans des écueils. La sphère géopolitique et l'actualité, malheureusement, aujourd'hui, nous fait également prendre conscience qu'il y a énormément de vidéos à connotation religieuse et qui ont effectivement un caractère violent en même temps. Il suffit de regarder les atrocités qui se sont déroulées tout récemment. C'est pas parce que vous regardez l'actualité que vous êtes forcément dans un phénomène de radicalisation. Surtout qu'il manquera peut-être les deux premiers critères, à savoir le comportement qui a été modifié et l'adhésion à une idéologie extrême. Vous voyez, il y a toujours, entre guillemets, moyen de sortir, entre guillemets, dans ce spectre de la radicalisation lorsque finalement voilà, on regarde l'actualité comme quiconque. On pourrait pas dire que parce que je regarde l'actualité pendant mes moments de pause au travail, j'ai viré radical. Non, heureusement. Donc l'idée, c'est l'idée du cumulatif. Mais c'est vrai qu'en revanche, si vous avez quelqu'un qui regarde des vidéos qui abordent à la fois la religion et qui abordent à la fois la violence en même temps, en plus du fait qu'il a une idéologie extrême dans sa façon d'être et dans sa façon de parler, dans ce qu'il démontre aussi, mais en plus de cela qui a montré clairement une rupture comportementale, là vous avez le faisceau d'éléments suffisant et nécessaire pour dire j'ai un élément radicalisé dans mon établissement. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je viens de préciser? Est-ce que les éléments sont clairs? Alors je laisse le soin, peut-être vous aurez des questions au niveau du chat participant. Je ne sais pas si on a des questions. Pas pour le moment? Tout est clair? Par contre, je vous invite également dans le chat à partager vos expériences. Si vous avez mis en place des actions ou si vous souhaitez, si vous avez prévu d'en mettre, c'est toujours très intéressant entre nous de pouvoir partager nos expériences professionnelles. Exactement. Vous allez écrire dans le chat si vous le souhaitez. Exactement. C'est vrai qu'à défaut d'avoir des questions, vous avez peut-être des remarques à nous soulever sur des situations qui vous ont frappé. C'est sûr qu'effectivement, c'est un point auquel nous prêterons une attention. Effectivement, en fonction de la situation qui est la vôtre, on pourra vous donner une impression générale, on pourra vous donner également nos avis respectifs, évidemment. On est là également pour aiguiller dans certains cas de figure. Alors, justement, avant de démontrer un petit peu le public fragilisé qui pourrait tomber dans le spectre effectivement de cette radicalisation, regardons la caractérisation des situations dites de radicalisation. Donc là, je vous en ai donné quelques-unes comme ça de manière très généraliste, mais je vais essayer désormais donc de vous donner des éléments plus concrets, plus précis. Je vous en ai mis quelques-uns. Donc on a quelques exemples donc de caractérisation typique de radicalisation. Donc vous avez par exemple le clivage exacerbé homme-femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, les nouveaux comportements identitaires aussi. Alors ce qu'on appelle effectivement les nouveaux comportements identitaires, c'est effectivement valoriser particulièrement, démontrer particulièrement notre identité marquée en tant que personne. Alors on reverra tout à l'heure, mais souvent les personnes qui se radicalisent sont dans une recherche
d'elles-mêmes, sont parfois des personnes un petit peu paumées, si vous me passez l'expression. Et donc, le comportement identitaire est de scander ouvertement qui on est, de montrer ouvertement qui on est, avec des démonstrations externalisées, notamment finalement des maquillages marqués, ou alors dire ouvertement ce qu'on est devenu, ouvertement dire ce qu'on a décidé de faire. Ce sont des témoignages de connivence identitaire, notamment religieuse évidemment, hein, mais qui ont vocation à laisser supposer qu'on tombe sous le coup de la radicalisation. Alors on a aussi bien sûr les interdits alimentaires, musique, et qui plus est étendu à l'entourage. Alors je suis précautionneux aussi avec vous. Attention, je vous donne des exemples pour vous montrer un petit peu des points de rupture, mais évidemment, cela ne se suffirait pas. Hein. Demain, vous avez quelqu'un qui vous dit ouvertement sur son lieu de travail, bon bah voilà, je suis fier de moi, j'ai décidé de passer le pas, j'ai décidé d'aller voir qui de droit pour me mettre dans une religion qui me tenait à cœur, et vous dit ouvertement qu'il est rentré dans cette religion. Faut pas non plus vous dire ça y est, il est radicalisé. Hein. Malheureusement, hein, faut appeler un chat un chat. Malheureusement, dans l'esprit commun des gens, le raccourci qui est fait, c'est qu'il se radicalise. Mais pourtant, non. Hein, attention, dans l'approche sociale et dans l'approche juridique, il faudrait être précautionneux. Bien sûr, il n'y a pas de radicalisation. Il y a un principe. Alors, si vous êtes manager ou RH, il faudra quand même rappeler qu'il est interdit de faire de propagande religieuse sur le lieu de travail et qu'effectivement, ça doit lui appartenir à lui et à lui seulement. Donc, il doit être précautionneux dans ce qu'il dit. Mais vous pouvez pas en même temps vous dire dans votre tête, bon, attention, lui, il est radicalisé, il faut que je commence à le superviser. Non, ça ne suffira pas. C'est pas un indice grave et concordant suffisant. Il en faudrait plusieurs. Tout de suite après, je vous propose le discours complotiste antisémite, évidemment, et vous le savez malheureusement que trop bien avec l'actualité en cours. Donc la légitimation de la violence pour défendre une cause, donc l'hostilité pour motif religieux, l'apologie du terrorisme, les menaces, etc. Donc là, et on pensera effectivement à tous ces discours que l'on peut entendre et qui parfois semblent anecdotiques, mais vous avez parfois, sans s'en rendre compte, des personnes qui vous font des apologies spécifiques. Alors pourquoi apologie? Parce que dans certains cas, quand vous dénotez, entre guillemets, un comportement sur un phénomène sociétal, je vous donne un exemple. Hein, imaginons qu'en salle de pause, vous avez des collaborateurs qui autour de la table parlent d'un phénomène qui vient de se dérouler. Eh bien, un phénomène sociétal, hein, je sais pas, une attaque au couteau, des voitures qui ont été brûlées, des flics qui ont été caillassés, qu'importe. C'est vrai que parfois on tient des propos plutôt, j'allais dire orientés, ça arrive, non pas que l'on soit radicalisé au même moment, mais en revanche, on peut avoir un propos orienté à un moment précis, et donc ça nous ramène à faire une apologie spécifique, une apologie soit de croyance en quelque chose, soit une apologie à démontrer quelque chose, etc. Et donc, de fait, il faudra faire très attention, parce que même dans les moments de pause, hein, je rappelle que l'opération, entre guillemets, de saisie de son salarié existe même au moment de pause, pas parce qu'on est dans la pause qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On est toujours dans l'enceinte de l'établissement, on est toujours dans une connivence professionnelle, et donc, de fait, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut comme on le veut. D'ailleurs, même pendant la pause déjeuner, même si vous êtes en dehors de l'établissement, si vous entendez des discours qui ont une connivence effectivement religieuse marquée, ben, c'est pas parce que vous êtes en dehors de l'établissement pour déjeuner avec des collègues qu'ils ne restent pas collègues. Et donc, la considération, justement, de prendre en compte ce qui a été dit en dehors du temps de travail sera possible, sera permissible. Et effectivement, il faudra, là aussi, interagir en conséquence. Enfin, un autre exemple que je voulais vous démontrer, mais qui est très important aussi, parce que pour le coup, c'est un élément qu'on retrouve malheureusement aussi assez récurremment. Donc, c'est le prosélytisme en vue de radicaliser son entourage au sein de l'entreprise, c'est-à-dire faire une propagande de ce qui est bien dans sa pratique religieuse et de pourquoi la pratique religieuse devrait être faite. Et alors là, il faudrait être très vigilant parce que en jurisprudence, on a des cas, et ça mérite d'être vachement soulevé. Il y a une bienveillance recherchée au démarrage. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, en jurisprudence, on a ce cas-là qui est assez éloquent. C'est une collaboratrice, pardonnez-moi, qui est dans un mal-être existentiel personnel de par une rupture qu'elle connaît dans sa vie, conjugale, et qui va être prise par la main par une collègue qui va lui dire que le réconfort, elle le trouvera dans la religion, et qu'elle lui donne matière à croire que si elle venait à venir à ses côtés et à pratiquer avec elle, elle se sentirait bien mieux et que ce deuil émotionnel, elle le ferait par l'intermédiaire de la religion. Et c'est ce phénomène-là qui va pousser justement une collaboratrice à un moment donné à tourner dans une entreprise. Alors au départ, effectivement, elle se tourne vers une religion de manière très sommaire, mais elle va rentrer dans cette religion et de manière plus ou moins contingue, et il va se passer qu'effectivement, à un moment donné, elle va être démontrée comme étant radicalisée, mais effectivement, elle est rentrée dans un jeu quand même terriblement difficile, puisqu'elle a essayé de noyer en tous les cas son chagrin par la religion, mais très vite, elle a scandé la religion, très vite,
elle a fait la promotion de la religion, mais en revanche, elle s'est défendue en disant très justement qu'elle y a gagné quelque chose de fort par l'intermédiaire justement de cette entrée dans la religion, et elle a mis en même temps en accusation sa collègue qui l'a fait connaître cette religion, alors sans pas dans le sens négatif du terme, elle lui a pas dit qu'elle regrettait, elle a simplement dit qu'elle le remerciait, mais c'était un remerciement, mais malheureusement à double détente, puisque de l'autre côté, la salariée qui l'a poussée à aller sur le terrain religieux aura elle aussi été mise en accusation dans le phénomène de radicalisation. Et à juste titre, parce que pour le coup, le fait de faire un prosélytisme orienté, c'est considéré comme un territoire ou une situation de radicalisation. Le phénomène en lui-même, je le répète, ne le suffirait pas. C'est pas parce que sur un lieu de travail, vous avez un collaborateur qui dit à un autre, peut-être que tu devrais pratiquer la religion comme je le fais, ça te ferait du bien. Vous entendez ça une fois, vous pouvez pas dire, c'est clair, il est radicalisé. Non, il faudra d'autres éléments, mais cet élément notamment avec les autres vous amènera forcément à poser la question de la radicalisation. Alors la fréquentation de sites internet, effectivement, ça pour le coup c'est un classique. La lecture de documents djihadistes, alors on a le cas par exemple d'un salarié qui pendant ses moments de pause prend le temps régulièrement de regarder les les contenus sur les sites alors ça peut être de la prêche, ça peut être de la lecture sur les interventions djihadistes. Bref, il est, je dirais, quasiment obnubilé par le djihadisme. Et ben, effectivement, déjà, on peut se mettre à la place de ses collègues. Les collègues peuvent prendre peur. Je pense qu'un collaborateur qui viendrait avoir régulièrement un de ses collègues passer son temps à superviser des vidéos, des écrits, des articles en rapport avec le djihadisme, pourrait se dire, tiens, il a une passion quand même assez surprenante. En tous les cas, ça interroge. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous voyez, c'est le démarrage de la désorganisation de service. Vous avez des salariés qui peuvent s'interroger. Donc, la radicalisation, c'est un phénomène grave, mais avant la radicalisation, il y a des phénomènes déjà orientés qui peuvent supputer l'information et supputer l'interrogation. Et donc, dans ce cas-là, on pourra déjà interagir auprès de ces mêmes collaborateurs. Alors, on va passer maintenant sur le profil de ces personnes qui se radicalisent et on va revenir aussi sur le recrutement et ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas faire d'ailleurs en matière de recrutement. Et avant cela, je commence à croire des questions. Alors, je propose effectivement qu'on commence à regarder sur les questions. Tu m'entends? Ouais, ça y est, je t'entends. C'est Monsieur et Madame Lecomte, je n'ai pas le prénom, W. Est-ce que lorsqu'un collaborateur réalise sa prière dans les vestiaires hommes sans s'isoler, est-ce que ça peut être pris comme un élément du deuxièmement? Du deuxièmement. Alors, la problématique de la prière sans avoir autorisation expresse de l'employeur, il le fait dans les vestiaires, sans s'isoler. Alors, c'est pas considéré comme de la démonstration orientée. Alors, le deuxièmement, c'est une idéologie extrémiste. Là, dans ce que vous présentez, on le met habituellement dans la partie numéro 1, c'est-à-dire la rupture comportementale et la présentation extériorisée d'une pratique religieuse. Alors, c'est du pur phénomène religieux, là. On est uniquement sur du phénomène religieux. En revanche, phénomène religieux interdit. Parce que dans la loi, aujourd'hui, il est demandé à ce que personne ne soit, entre guillemets, en malaise par rapport à une situation donnée. Alors, quand je parle de malaise, c'est dans tout type. Je veux dire, l'organisation de service, quand on parle de droit social général, l'idée, c'est qu'aucune personne doit être dans une situation compromettante ou de malaise, lié à un phénomène religieux, lié à un propos, lié à une situation de quelque ordre qu'il soit. Là, le fait qu'il y ait quelqu'un qui pratique sa religion devant soi, dans un vestiaire, alors il se dit, c'est un classique, on l'entend dans le vestiaire, c'est assez courant, on l'entend souvent comme tel parce qu'on se dit que voilà, il y a des gens qui viennent et qui partent, on est la plupart du temps quand même relativement isolé, relativement seul, donc on peut se le permettre. Là, il y a quand même faute comportementale. Donc là, il y a deux attitudes à avoir, c'est les salariés qui se plaignent et qui demandent justement à l'autorité hiérarchique d'interagir, et dans ce cas-là, l'employeur doit se positionner quant à savoir si oui ou non on peut mettre en place des salles, enfin une salle, c'est pas forcément c'est une salle de religion, ou alors le cas échéant, carrément, il sanctionne le collaborateur pour une pratique qui n'était pas autorisable. Alors, en tout état de cause, il n'y a pas de sensibilisation à la bonne pratique religieuse dans l'entreprise, ça n'existe pas, c'est pas une démarche officielle. Mais à défaut d'avoir signalé que c'était interdit, il faudrait d'abord, bien évidemment, préalablement interdire la chose au collaborateur, et une fois qu'on l'a interdit, donc qu'on l'a prévenu, on pourra sanctionner s'il persiste. J'en profite parce que c'est vrai que le doute peut être permissible. Comme il présente sa pratique religieuse extérieurement, on pourrait se dire qu'il a la volonté de faire un acte prosélytique. Je rappelle ce que c'est que la laïcité, parce que la question se pose. Alors, la laïcité, on en a entendu parler pendant
les débats présidentiels, parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de donner des éléments, mais alors honnêtement, il y en a très peu qui l'ont dit avec justesse. Alors la laïcité dans l'entreprise, je dis bien dans l'entreprise, hein, pas dans le domaine généraliste, mais la laïcité dans l'entreprise, c'est quoi? C'est chacun a le droit d'avoir une religion qui est la sienne, mais en revanche, il n'a pas à l'exposer ouvertement aux autres. C'est ça l'idée de la laïcité dans l'entreprise. C'est très simple. Chacun a le droit d'avoir son orientation religieuse comme il l'entend, mais il n'a pas à l'exposer aux autres. Ce qui fait que dans le monde de l'entreprise, on n'a d'un côté pas le droit de démontrer ce que l'on est, mais que de l'autre côté, on n'a également pas le droit d'évoquer négativement un phénomène sur une religion, etc. En d'autres termes, personne n'a le droit de dire ouvertement « je n'aime pas cette religion », mais en même temps, il n'y a personne qui a le droit de démontrer volontairement cette religion. C'est ça le principe de laïcité. D'accord? C'est pour ça que dans les entreprises privées, où il faut une mention obligatoire dans le règlement intérieur de l'interdiction du signe ostentateur religieux, il y a un débat qui est posé depuis longtemps. Hein. C'est que à partir du moment où on parle de laïcité sur le territoire national, une entreprise, quand bien même elle ne le mettrait pas dans son règlement intérieur, elle devrait obligatoirement être admis à dire à ses salariés, désolé, mais vous mettez pas un signe religieux. Puisque l'idée, c'est que chacun est comme il est, chacun apprécie la religion qui est la sienne, il est orienté comme il le désire, mais il n'a pas à l'exposer. Or, forcément, il l'expose. Un signe religieux, il l'expose. Hein, là, le coup du voile, il l'expose. Rappelez-vous, quand on a fait le débat de la robe qu'on appelle Arbeya, rappelez-vous ce que le Conseil d'État avait décidé, c'était qu'il avait interrogé les jeunes scolaires quant à savoir pourquoi ils le portaient, pour une raison religieuse. Ok, bon, bah voilà, c'est un phénomène religieux, stop, ça s'arrête là, on arrête là. Parce que dans le principe de la laïcité, c'est l'interdiction de démontrer extérieurement. Et dans les entreprises de France, il y a un principe de laïcité qui doit s'appliquer. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Donc effectivement, hein, pour cette prière, on n'est pas tout à fait dans la notion de radicalisation et pas dans le deuxièmement, mais on est dans un phénomène religieux relativement poussé, cela dit. Alors, William te remercie pour ton retour et nous dit vous confirmez notre positionnement. Ah, bah tant mieux alors. On a également une question de Talia. Ouais. Comment embaucher quelqu'un qu'on sent dès les entretiens dans une pratique religieuse très poussée, sans forcément être dans la radicalisation, voire même du risque de prosélytisme? Il y a forcément une crainte liée à l'intégration. Et pourtant, on cherche à éviter toute discrimination et être ouvert, mais comment ne pas être dans le doute et prendre le risque de l'embauche? Elle met bien un risque entre guillemets. Hein. Oui, bien sûr. Ben, le fait que, alors effectivement, on va, comment dire, on va parler franc jeu. Une embauche, c'est quoi? Une embauche, c'est déterminer si une personne répond aux qualificatifs de savoir-faire et de savoir-être requis pour rentrer en application d'un poste. Bon. Et vous le savez, il y a une obligation légale aujourd'hui pour les recruteurs de suivre une formation de lutte contre les discriminations à l'embauche. Et dans cette formation, que je dispense d'ailleurs pour le coup, hein, sans faire de promotion, mais nous la faisons et je la fais notamment, eh bien, sachez qu'il y a cette question qui se pose. Comment je peux, à un moment donné, me permettre d'empêcher un recrutement, sachant que j'ai un doute, et que donc je fais une discrimination. Alors, une discrimination, c'est pas ça. Hein. Il faut bien le comprendre. Une discrimination, ce n'est pas j'ai supputé quelque chose et je m'empêche de recruter quelqu'un. Là, vous avez alors vous dites, hein, si j'ai bien entendu tout à l'heure, on a des doutes. On a des doutes sur une personne. Si la personne, elle vous dit ouvertement au moment du recrutement qu'elle escompte demander tous ses vendredis libres, notamment pendant 2 heures pour la pause, et pratiquer son culte, qu'elle vous dise ouvertement qu'elle n'appliquera pas d'ordre d'un homme, d'une femme sur un homme, par exemple, vous voyez, si elle vous dit ouvertement des choses comme telles, ben là, pour le coup, ce serait il, mais s'il y a des indices graves et concordants dès le moment de l'embauche et qui laissent supposer qu'elle ne répond pas aux impératifs auxquels vous êtes rattaché, eh bien, vous êtes en droit d'empêcher le recrutement. Il n'y a pas de discrimination. Maintenant, si c'est de la simple supputation, le débat est plus ouvert. Parce que d'un côté, vous n'avez pas le droit de poser la question, et d'autre part, elle n'est pas soumise à l'obligation de vous dire ce qu'elle escompte faire. Donc, c'est tout le débat de la supputation. Si vous avez des indices palpables, c'est bon. Si vous n'avez pas d'indices palpables, ben là, malheureusement, vous allez devoir juger. Alors, effectivement, avec une grille de lecture qui sera la vôtre. Je rappelle que dans un recrutement, vous devez avoir une grille de lecture et une grille d'analyse. Par exemple, vous notez un collaborateur sur 100. 100 points. Hein. Donc, vous avez par exemple 80 points sur les compétences techniques, 20 points sur le savoir-être. Si vous avez une suspicion quant à croire que le collaborateur ou la collaboratrice risque de poser difficulté, tout ce que vous pourrez faire, c'est minimiser entre guillemets sa note sur le savoir-être avec une supputation. Donc, vous avez une intime conviction sur 20 points, vous lui mettez un 1 ou un 2. Mais en revanche, il est très bon au niveau technique, vous lui mettez un 80, ben, il est à 82. Et donc, dans ce cas-là, s'il est le meilleur, il passera. Vous n'aurez pas fait de discrimination, mais vous saurez dès le début qu'il est en
comment dire, en suspicion légitime dans notre regard, dans notre vision des choses par rapport à ce qu'il nous a dit. Alors, je rappelle cependant qu'à partir du moment où vous avez entendu ou remarqué des choses au moment de l'embauche, mais que l'embauche a été faite, c'est fini, on repart à zéro, page blanche, et on ne suppute plus rien, et on considère maintenant que uniquement des éléments factuels pendant la période d'essai pourront vous permettre d'empêcher son recrutement terminal, et le cas échéant, et malheureusement, je vous le dis, ça se passe souvent comme ça. Hein, il y a quand même aujourd'hui de la statistique. Hein, on voit énormément de personnes qui passent parfaitement bien l'embauche, qui passent parfaitement bien la période d'essai, et qui malheureusement vont démontrer ouvertement a posteriori. D'ailleurs, c'est parfois dès le lendemain même. C'est parfois dès le lendemain même de la fin de la période d'essai que les remarques ou les propositions ou les façons de faire vont commencer à apparaître. Ah, moi, j'ai eu un cas comme ça récemment qui m'a été évoqué en formation où un salarié avait passé sa période donc avait fait son entretien d'embauche, sa période d'essai parfaitement bien. Et puis, du jour au lendemain, dès le lendemain de la fin de sa période d'essai, boum, il a annoncé qu'il avait besoin de son tous les vendredis midi, 2 heures, pour pouvoir aller prier, que c'était à prendre ou à laisser parce qu'il en avait besoin, que c'était impératif et que de toute façon, s'il y avait un nom derrière, il irait voir l'inspecteur du travail pour discrimination liée à un phénomène religieux. Bref, il a tout de suite joué la carte de la menace. Donc là, pour le coup, il a dans l'entretien des doutes. Enfin, il semblerait qu'il y ait une pratique religieuse poussée. Et bon, vous avez des indices qui semblent vous le dire. Si c'est des indices palpables qu'il vous dit, hein, à ce moment-là, ça ira. Mais sinon, non. Alors, autre remarque, hein, si au moment de l'entretien d'embauche, pendant qu'on y est, hein, si pendant l'entretien d'embauche, vous avez un collaborateur, enfin plutôt une collaboratrice qui porte un voile. Alors, je vous rappelle que souvent, une collaboratrice ne connaît pas par avance le règlement intérieur d'un établissement. Donc, quand vous lui donnez rendez-vous dans un établissement pour justement mener l'entretien d'embauche, il n'est pas rare que la personne puisse porter son voile. Fondamentalement, au moins, vous savez clairement ce qu'il en est. Et d'autre part, je rappelle que comme elle n'est pas en connaissance de ce règlement intérieur, elle pourrait très bien se dire, je n'ai pas connaissance du règlement intérieur, moi, dans l'ignorance, je suis venu avec mon voile. Et partie de ce postulat, sachez quand même que puisque cette personne est considérée non pas comme salarié, mais comme candidat, le voile n'est pas forcément à retirer. Première chose. La deuxième, l'information qui consiste à dire que vous n'acceptez pas le voile sur le lieu de travail, ça c'est un propos disproportionné. En revanche, vous pouvez lui dire que en cas de recrutement, il y aura un règlement intérieur à connaître et que vous l'invitez effectivement à le lire soigneusement. Point. Le message est suffisamment clair pour qu'elle se dise « je le lis ». Et dans le message que vous lui transmettez, il y a un règlement intérieur suffisamment clair, donc prenez le temps de le lire et vous y verrez des éléments sur la ponctualité, des éléments sur la sécurité, mais également des éléments sur la tenue vestimentaire. Et peut-être qu'effectivement, il est interdit noir sur blanc, la tenue vestimentaire, en tous les cas, le signe ostentatoire religieux. Enfin, une dernière chose, et là je me permets de vous le dire parce qu'il y a des RH dans le public, et tant qu'on y est, qu'on finalise tous les propos, et je vous donne le maximum de conseils possibles et imaginables. Il y a une pratique qui est développée de plus en plus en ce moment sur le territoire national, c'est qu'au moment d'une embauche, enfin au moment d'un entretien d'embauche, un téléphone est enclenché pour enregistrer ce que vous dites. Donc faites très attention aux mots que vous utiliserez au moment d'une embauche, au moment d'un entretien d'embauche, faites très attention aux mots que vous utilisez, notamment sur le phénomène, par exemple, écoutez, chez nous, la religion, il n'y a pas de place ici, dès le départ. Hein, si vous dites ce genre de choses avec fermeté, faites très attention, l'enregistrement est peut-être en cours. Et donc ça peut être considéré comme discriminant, comme orienté, et ça pourrait effectivement vous jouer des tours. Alors vous allez sans doute me dire derrière, ou vous pensez sans doute derrière que, oui, mais l'enregistrement à l'insu, c'est interdit. Effectivement, mais uniquement dans une juridiction civile, pas dans une juridiction pénale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est question d'un délit pénal pour discrimination, eh bien, ça veut dire que dans les faits, quand vous allez devant la juridiction pénale, vous allez devant, devant une correctionnelle. Eh bien, dans les faits, le fait d'avoir enregistré à son insu, c'est une preuve valable, parce que dans la théorie du droit pénal, l'administration de la liberté de la preuve est autorisée pour une personne novice, d'ailleurs même pour une personne orientée. Hein. Je vous rappelle qu'un service de police qui vous enregistre à votre insu, ça a été possible. Hein. On a une affaire connue là-dessus, c'est l'affaire préfet d'Erignac. Hein. Donc les flics l'enregistrent à son insu, et pourtant c'est passé. Donc en procédure pénale, il y a des ouvertures relativement larges. Mais dans les faits, sachez-le, en tant que personne, quand vous filmez, d'ailleurs vous le faites, hein, je veux dire, demain vous voyez quelqu'un qui se fait bastonner devant chez vous, vous allez l'enregistrer avec votre téléphone, il n'y a aucun avocat en face qui vous dira la preuve de l'administration l'administration de la preuve est interdite, évidemment que non, puisqu'il y a un délit en face de vous, donc vous allez le filmer. Donc voilà, sachez-le. Donc méfiez-vous de celles et ceux qui viennent avec un téléphone. Il y en a qui pensent qu'on peut rien faire avec un enregistrement à son insu. C'est une faute. C'est une faute parce que devant une juridiction pénale, c'est plausible. Et la juridiction pénale, c'est là où les avocats jouent. Et c'est là où parfois les communications dans les réseaux et dans les presses se font. Donc faites attention, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Donc soyez vigilants. D'autres questions ?
Talia te remercie beaucoup. Non, c'est bon. Bon, comme ça, au moins, Céline, au moins comme ça, le public, il voit à qui ils ont affaire. Quand on me pose une question, je m'arrête plus. Donc voilà, c'est exactement la même chose en formation. Moi, quand je démarre, on m'arrête pas. Je suis un grand bavard. Mais tu es très bavard et très drôle et passionnant. Donc, tu as. J'espère être plus passionnant que drôle, mais effectivement, j'espère aussi faire ça dans la gaieté en même temps. Donc, tant mieux. Alors, nous poursuivons et effectivement, on va aller maintenant sur le terrain. Alors, avant d'aller sur les moyens d'action du chef d'entreprise, je voulais encore définir un petit peu quelques éléments. Permettez-moi, je reviens sur l'ancienne slide. Mais j'aimerais effectivement encore peut-être alimenter quelques éléments subsidiaires. Alors effectivement, parce que quand on veut détecter au-delà de ces indices concordants qui peuvent être soulevés, il y a effectivement bien sûr des profils qui sont peut-être plus à risque que d'autres. Je vous le dis parce que c'est important de le savoir. Alors attention, le but c'est pas après de venir avec une longue vue et de superviser tout le monde et de les prendre, comment dire, en surveillance générale. Donc non, mais disons qu'il y a quand même des publics qui peuvent effectivement plus facilement que d'autres se laisser gangréner par le phénomène de radicalisation. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, de toute façon, il y a un site qu'il faudra aller analyser, qu'il faudra aller lire, qui est régulièrement alimenté d'affaires, de jurisprudence, de conseils, etc. Donc, je vous inviterai effectivement à regarder le site stopdjihadisme.fr, qui effectivement, pour le coup, donne des indices très alors en revanche, c'est stop djihadisme dans le sens général du terme, c'est pas forcément que dans l'entreprise, mais en revanche, vous avez des éléments également qui touchent un petit peu au droit social. Donc, ça mérite d'être supervisé. Mais là-dedans, effectivement, vous avez notamment quelques remarques sur le public potentiellement capable de tomber sous le coup de la radicalisation. Et alors, évidemment, et vous le savez, se radicaliser, c'est que souvent, on est une personne fragile et donc, on a des phénomènes de personnes fragilisées relativement récurrents. Alors, on a deux cas d'espèce qu'on retrouve souvent. Alors, effectivement, c'est la personne en recherche d'identité. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la démonstration d'une externalisation identitaire, ça fait beaucoup parce que c'est des gens qui se sont tellement cherchés pendant un temps, qui, par l'intermédiaire de la reconnaissance religieuse, sont tellement fiers d'eux, sont tellement heureux qu'ils le démontrent. Et donc, c'est un phénomène de radicalisation en soi parce que, alors évidemment, tout seul, comme je vous l'ai dit, ça ne suffira pas, mais parce qu'ils vous le démontrent, parce qu'ils sont fiers de le montrer, il y a peut-être derrière tout ça, de manière sous-jacente, un phénomène de radicalisation qui s'est passé. Et donc, attention, ce phénomène de radicalisation, il n'est pas anecdotique, il va falloir le prendre en compte et le superviser avec intérêt. Donc, on a cette personne effectivement en recherche identitaire. On a également la personne qui a connu un échec puissant ou fort. Et alors, attention, ça peut être un échec, et on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai cité par rapport à cette dame qui avait été prise en charge par une collègue qui était elle-même embrigadée dans la religion. Donc effectivement, un échec sentimental ou un échec familial ou un échec professionnel, tous les cas de figure sont admissibles. On se radicalise de par sa vie professionnelle ou de par sa vie privée. Mais l'échec, de manière générale, est un moment, effectivement, forcément, de fragilité pour l'individu. Et donc, à ce moment-là, vous avez effectivement vocation à pouvoir vous rechercher au travers d'une radicalisation. Troisième phénomène également, attention, la recherche d'un idéal meilleur. Alors, tout à l'heure, avant qu'on démarre, notre prise de parole, avant qu'on démarre notre session du webinaire, nous parlions avec quelques personnes et effectivement, il avait été dit que les actualités actuellement n'étaient pas forcément très positives et que ça pouvait nous miner un peu le moral. Eh bien, quand on a effectivement visibilité extérieure comme ça, tellement néfaste ou tellement mauvaise, on peut aussi se dire que peut-être que l'idéal se trouve ailleurs. Et donc, on peut aller sur un terrain de radicalisation en croyant, encore une fois, on ne juge pas les personnes, mais peut-être que parfois, aller à l'idée de se radicaliser, en tous les cas, alors eux dans leur tête, bien sûr, l'individu ne pense pas à se radicaliser. Lui, il pense simplement à aller chercher un réconfort quelque part, et notamment dans la religion. Le problème, c'est que cette recherche de réconfort qu'il va chercher lui-même parce qu'il ne va pas bien ou parce qu'en tous les cas, il est dans un environnement qui lui semble menaçant, eh bien, ça va être malheureusement pour lui peut-être la première étape avant que du phénomène religieux recherché, il se transforme en un radicalisé. Parce que c'est par étapes. On peut simplement être dans une recherche de soi, trouver le bonheur par l'intermédiaire d'une religion et ça s'arrêtera à cela, mais malheureusement, ça peut gangréner à beaucoup plus grave et dans ce cas-là, malheureusement, on transvaserait directement vers ce phénomène de radicalisation. Donc attention à ces étapes successives. Il y a un autre élément également qui est fortement montré. Alors vous le savez, là aussi, on a de plus en plus de phénomènes de harcèlement infantile et c'est vrai que sur stopdjihadisme.fr, il est
particulièrement mis en avant le djihadisme des enfants. Et quand je dis des enfants, c'est pas forcément des enfants des tout petits, mais je parle aussi de celles et ceux qui sortent d'école ou qui sont encore en école. C'est pour ça qu'il y a un degré de vigilance qui peut être perçu vers notamment les apprentis ou les alternants, puisque parfois très jeunes, parfois également dans des considérations de vie qui ne leur sont pas faciles du tout, eh bien ils peuvent chercher réconfort dans la religion et dans ce cas-là, ils peuvent aussi tomber dans les coups de la radicalisation. Enfin, un dernier élément qui est à soulever, qui n'est pas des moindres. Alors pendant très longtemps, il y a eu un espèce de stéréotype du radicalisé qui était un homme. Pendant très longtemps, on avait cette idée totalement orientée, mais qui était effectivement très juste quand on regardait statistiquement. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Statistiquement, ça reste toujours très fortement des hommes, mais on a de plus en plus de femmes. Et ça, c'est un fait qu'il faut effectivement reconnaître. Alors, il fut un temps où il y avait une tendance à dire que face à un radicalisé, une dame était plus un outil logistique, une personne à ses côtés, une complice. Une mère qui effectivement était aux côtés de son enfant, une femme épouse à côté de son mari. On avait beaucoup ça pendant très longtemps. Et on a, selon le dernier rapport d'ailleurs du comité interministériel de la lutte contre la radicalisation, c'est eux d'ailleurs qui donnent ce chiffre, qu'on a une maximisation justement du profil féminin qui justement passerait mieux. C'est-à-dire que justement, et là on parlera, attention on a un autre niveau, là c'est la radicalisation en phase de passer sur un acte violent. Donc l'idée c'est effectivement là pour le coup ça passerait mieux en qualité de femme, puisqu'on a moins de suspicion, semble-t-il. Mais en même temps, c'est pas totalement faux. Quand il est question d'une dame, on a plus de mal à croire qu'une dame pourrait passer derrière un acte terroriste. Et justement, dans les enquêtes internes proposées, et notamment dans la vigilance à avoir également dans les entreprises, on demande bien à ce que la radicalisation soit supervisée, mais tout aussi bien vers le public masculin que féminin aujourd'hui. Et ça, il y a encore 3 ans, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui est relativement récent. Ça a été vraiment élaboré tout récemment. Il suffit de regarder les dates et les mises à jour. On se rend bien compte que c'est tout récent. Et c'est vrai que pour le coup, on a un phénomène nouveau qui consiste effectivement pour les phénomènes de radicalisation à avoir un public également féminin et qu'il le devient d'ailleurs de plus en plus. On a quand même une proportion toujours majoritairement d'hommes, mais les femmes sont de plus en plus existantes dans ce phénomène de radicalisation. Donc maintenant, pour bien tout reprendre et avant de revenir sur le champ d'action de l'employeur, parce que c'est bien sûr la deuxième étape quand il est question d'interventionnisme, j'aimerais vraiment que l'on redéfinisse, que l'on revienne sur les points majeurs. D'abord, en premier état, il y a ce qu'on appelle le phénomène religieux, le fait qu'un individu, qu'un collaborateur pratique de manière plus ou moins ouverte sa religion, de manière plus ou moins poussée. Le phénomène religieux n'est pas à analyser comme une radicalisation. En tous les cas, en tant que tel, à la base, il n'est pas considéré comme un phénomène de radicalisation. La radicalisation, c'est si et seulement si cette pratique religieuse est concomitante en plus à une démonstration forte faite auprès des autres et avec une apologie de la violence, d'actes de violence et de propagande de la violence. Le radicalisé, automatiquement parle de violence. Et c'est d'ailleurs un indice qui nous permet tout de suite de séparer celui que l'on appellera poussé dans sa religion du radicalisé, celui qui vous dit « j'aime ma religion, j'aime la pratiquer, mais je ne la fais subir à personne et je ne veux la démontrer à personne et surtout je suis contre la violence », cette personne n'est pas radicalisée, clairement. Et même si de l'autre côté, il pratiquera sa religion très régulièrement au travail parce qu'il en a le droit, qu'il vous dise des mots d'une autre langue et notamment d'une langue arabe lorsque vous éternuez, lorsque vous faites quelque chose de particulier, qu'importe, parce qu'on a aussi ça en phénomène jurisprudentiel, on a ce cas justement d'un homme qui parle régulièrement en arabe et on considérait que c'était un radicalisé. Là aussi, la jurisprudence a considéré que non, c'est pas parce qu'on parle en arabe sur son lieu de travail que l'on est radicalisé, même si en revanche l'employeur peut soumettre à l'obligation à ce collaborateur de parler uniquement en français pour éviter le doute, la suspicion ou le malaise. Mais ce n'est pas de la radicalisation, encore une fois. Donc, la personne qui aime sa pratique religieuse et qui aime sa religion, à partir du moment où il ne fait pas d'acte de prosélytisme, donc de démonstration externalisée pour pousser les autres à adhérer à son idéologie, mais en plus à faire preuve de violence, on n'est pas dans la radicalisation, les phénomènes ne sont pas là. D'accord ? Faites très attention à cela, c'est important. Donc, il y a phénomène religieux, il y a radicalisation. Et avec tout ça, rappelez-vous la notion de laïcité. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, pour toutes les entreprises qui n'ont pas d'article particulier sur le phénomène religieux, réfléchissez quand même à cette notion dite d'article sur la neutralité au travail. Ça peut être une belle opportunité dans certains cas pour éviter toute problématique. Et puis après, si on veut ouvrir la place sans souci et sans conteste à la religion, dans ce cas-là, soyez méthodique dans l'approche que vous ferez, notamment en réfléchissant à cette salle de religion, comme on peut l'appeler, sur l'opportunité de donner des faveurs particulières à la religion. Ceci, ça existe quand même. Sachez-le, il y a des entreprises qui, par exemple, font des accords très précis
pour pouvoir autoriser plus facilement des congés pour celles et ceux qui ont des enfants à charge, donc ça c'est la loi déjà, mais en plus dans l'accord, il propose pour celles et ceux qui ont des connivences religieuses. C'est pas considéré comme interdit, hein. À partir du moment où l'accord le prévoit, ça veut dire qu'on donnera plus facilement à quelqu'un un congé parce qu'il a une pratique religieuse qui l'amène, par exemple, je ne sais pas, il a un pèlerinage à faire à un instant T, voilà, on va lui dire, bon bah écoute, il y a un motif religieux derrière, l'accord nous donne ce droit-là, donc je te le fais. Alors ça ne veut pas dire qu'il aura forcément un droit, mais ça veut dire qu'il aura une faveur particulière. Donc s'il y en a 4 au même moment qui demandent des congés, celui qui vient avec un phénomène religieux serait effectivement prioritaire. C'est ça ce que ça veut dire, hein. L'accord, ça ne veut pas dire maintenant vous dites oui à toute demande religieuse. Non, ça veut dire que celui qui demande des congés pour une connivence religieuse, on pensera aussi à la fête de l'Aïd el-Kébir, hein, notamment puisque c'est un moment qui est particulièrement important aussi au moment des absences effectivement au travail. On a énormément de demandes à ce moment-là en général. Et bien là aussi, hein, pourquoi on laisserait favoriser typiquement un collaborateur qui a une pratique religieuse plutôt qu'un autre? Eh bien parce que la pratique religieuse, dans certains cas, ça peut être un accord dans une entreprise pour justement favoriser les religions. Alors après, ça c'est chaque entreprise fait ce qu'elle veut, hein. Là, il n'y a pas de. Maintenant, statistiquement, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'en France, des accords de ce type, il y en a pour un grand maximum de 5 à 6% des entreprises françaises. Donc c'est vraiment bon, c'est vraiment minime. Alors, on peut passer effectivement maintenant, si vous le voulez bien, aux moyens d'action du chef d'entreprise, parce qu'une fois qu'on a vu notamment cette notion de phénomène religieux et à côté, bien sûr, de radicalisation, qu'est-ce que l'employeur peut ou peut pas faire? Alors, l'employeur, il est tenu d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés des tiers et donc a l'obligation d'évaluer les risques, d'accord, et de prendre des mesures nécessaires. Et juste après, je considérais que c'était important de vous le rappeler. Il est rappelé que dans la prévention de la radicalisation, ça ne relève pas d'une obligation de santé en tant que telle. C'est-à-dire que quand on dit qu'il doit prendre des prédispositions sécuritaires pour toute situation donnée, oui, mais que s'agissant de la radicalisation, il n'a pas une obligation de santé résultat. D'accord, ça c'est pas le cas, c'est trop compliqué. On pourrait pas dire à un employeur, en plus le terme juridique n'existe pas, en plus il n'y a pas de sensibilisation, en plus c'est un sujet très vaste et en plus faut quand même le reconnaître touchy. Donc dans les faits, on pourrait pas dire vous avez une obligation de santé résultat. Demain il y a quelqu'un qui est radicalisé, vous avez loupé cette radicalisation, vous êtes fautif, monsieur l'employeur. Non, quand même, hein, on a des règles parfois bizarres en France, mais quand même pas à ce point-là. Donc là pour le coup, on a dit non, ça c'est pas possible. Mais en revanche, il est tenu de mesurer les risques existants dans l'entreprise. Et je reviens sur ce que je vous disais en introduction, partie du postulat qu'il se peut que dans l'entreprise, il y ait un climat de peur ou de terreur né du comportement de certains ou de certaines, il est tout à fait plausible d'aller demander des comptes à des salariés sans forcément crier au scandale d'un radicalisé, sans forcément crier au phénomène d'un attentat potentiel, mais simplement de dire, écoutez, je suis désolé, mais l'attitude que vous avez, malheureusement, pose difficulté chez vos collègues. Et donc, partie de ce postulat, vous pouvez effectivement aller sur le terrain. Alors évidemment, si on parle de sanctions, on peut aller jusque sur le terrain d'un licenciement pour motif personnel dans certains cas, lorsque le sentiment de terreur naît de la peur créée par le comportement et les agissements du salarié, effectivement, rentre dans le champ d'action et dans le giron de la possibilité pour le chef d'entreprise d'interagir. En 2023, je dis bien en 2023, aujourd'hui, face à un prud'homme, alors après, vous savez, à une juridiction, voilà, hein, ça passe ou ça casse. Parfois, il y a du A, parfois, il y a du B. Parfois, le même jour, vous entendez A et B d'ailleurs, hein. Donc, de fait, il n'y a pas de certitude. Mais le climat de terreur, si vous arrivez à rapporter la preuve que les salariés ont peur ou les collaborateurs sont dans un sentiment d'inquiétude de par une attitude perpétrée par un collaborateur, si vous rapportez fondamentalement qu'il y ait par exemple 10 personnes qui se sentent mal à cause d'une personne, alors je suis désolé, c'est la théorie du maillon fort, du maillon fort et du maillon faible, mais c'est exactement cela, vous pouvez gagner sans problème. Un employeur qui fait ça, qui dit je suis obligé de le licencier parce qu'il me cause du tort, parce que fondamentalement je n'arrive pas à faire fonctionner ma boutique, parce que les gens ont peur de lui, c'est tout à fait possible. Alors ce n'est pas du délit de faciès, attendons-nous bien. Il faut qu'il y ait des éléments factuels. Maintenant, un salarié dit j'aime pas sa tête, non, c'est pas possible. Maintenant, en revanche, il nous tient des propos à connotation religieuse. Il nous fait souvent l'éloge de sa religion. Il passe son temps à toujours rester seul et à toujours considérer qu'on n'avait pas à parler avec lui parce qu'il n'est pas du même rang que eux, qu'il n'est pas du même niveau qu'eux, qu'il n'est pas comme eux. Donc il met en place totalement ce système d'isolement, ce système de prosélytisme. Et bien à ce moment-là, on ne parlera pas de vous êtes radicalisé, je vous licencie. Mais en revanche, votre phénomène concomitant à une possibilité de radicalisation pourrait laisser supposer au sein des troupes de l'entreprise le pourquoi aujourd'hui ils se sentent mal à cause de comportements fautifs. Ce comportement fautif, vous pouvez dire que ça ressemble à de la radicalisation, vous n'êtes pas totalement sûr de vous, mais vous n'avez pas à l'être totalement non plus. Vous avez juste besoin de signaler que les salariés
partie du postulat de certains signalements qu'ils ont eus et partie de quelques postulats que nous avons nous-mêmes en tant qu'employeurs, nous avons décidé de mettre un terme à la relation contractuelle. Et c'est tout à fait plausible et ça se tient. Là, les jurisprudences, elles y vont à foison. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur de prendre des prédispositions qui iraient effectivement sur le principe, nous vous avons malheureusement constaté des inconforts de salariés et donc nous n'avons pas le choix que de procéder à ce licenciement. Alors, entendons-nous bien, hein, je parle du licenciement dans le cas évidemment où vous n'avez pas eu gain de cause en ayant interpellé le salarié, de l'avoir accompagné, de l'avoir interrogé, de l'avoir mis devant les faits et de lui avoir dit que c'était problématique pour les salariés, exactement, hein, bien sûr. Hein, je vous rappelle qu'une sanction disciplinaire reste graduelle et que si le licenciement est déclenché dès le premier événement, là, en revanche, il y a peu de chances que ça passe. Mais si vous avez eu l'audace d'interagir à plusieurs reprises, d'avoir interpellé, d'avoir entretenu, d'avoir peut-être sanctionné minimalement au démarrage pour essayer de lui faire déclencher un espèce de réactionnisme fort et que malheureusement, ça s'est soldé par un échec, malheureusement, la solution terminale, mais malheureusement, la solution, la seule qui fera effet, ce sera peut-être celle-ci et il faudra peut-être envisager le licenciement et encore une fois, le licenciement sera jouable. D'accord? Donc, j'insiste, hein, et je vous le précise d'ailleurs dans le deuxième alinéa de ma slide, après avoir apprécié le cas du salarié dans sa globalité, en tenant compte bien sûr du contexte et en confrontant son point de vue avec d'autres cadres de l'entreprise, le dirigeant peut déclencher un signalement aux autorités compétentes, aux autorités soit du RH, en vue effectivement de pouvoir effectivement procéder à une sanction, soit aux autorités extérieures, on va en parler tout de suite après. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou est-ce que tout va? Est-ce que tout est bon? Pas de questions? D'accord. Question. Bon, ben j'espère. C'est vrai que c'est un sujet qui fait peur parce que on a, hein, je veux dire, moi je rencontre très régulièrement des RH, très régulièrement des directeurs, très régulièrement des salariés, très régulièrement évidemment des membres du CSE. Enfin, j'ai vraiment tous les acteurs devant moi et voilà, c'est toujours la même chose. C'est, on sait que ça existe, mais on sait pas quoi faire. On sait que ça existe et on a peur effectivement que ça soit perçu comme de la discrimination, que ça soit perçu comme finalement de la volonté de nuire, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Si demain vous avez un comportement qui semble suspicieux ou qui fait peur à un salarié ou un groupe de salariés, évidemment, vous le connaissez aussi cette théorie. Hein. Plus nombreux sont les personnes qui ont peur, mieux ça sera. Si vous avez un groupe de collaborateurs qui à un moment donné se plaignent de quelque chose, vous devez interagir. Ah, on a un public RH. Là, je suis en train de dispenser, enfin, en concomitance à votre webinaire, je dispense une formation managériale. Et dans cette dispense de formation managériale, j'étais en train d'aborder avec eux la nuisance olfactive. Ben, c'est la même chose. Vous avez quelqu'un qui sent mauvais dans une équipe, vous n'avez pas le choix que de le prendre à un moment à part et de lui dire que ça ne va pas. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre du salarié pour lui dire ce qui ne va pas. Et plus les personnes sont nombreuses à dire que la personne sent mauvais, et plus vous aurez le droit et la capacité d'aller à sa rencontre pour le lui dire. Et bien là, c'est la même chose, le phénomène religieux. Vous avez effectivement quelqu'un qui a une démonstration religieuse qui n'est finalement pas privée, qui le transcende autour de lui, qui le démontre autour de lui, qui pose difficulté auprès des autres. Et alors, à ce moment-là, effectivement, on a le droit de lui demander des comptes, on a le droit d'aller à sa rencontre et de le lui dire. D'accord? Maintenant, c'est tout le problème du phénomène religieux. Un phénomène ne suffit pas. Demain, vous avez un salarié qui vient avec une barbe immense. Vous pourrez être surpris de sa barbe. Vous pourrez peut-être lui dire, oh, c'est curieux quand même. Mais vous ne pourrez évidemment pas aller sur le terrain de lui dire, je suis désolé, là il y a faute comportementale, tu fais du phénomène religieux quelque chose d'important, j'en suis sûr, ça peut être d'ailleurs un phénomène de mode, hein, vous le savez aussi, donc de fait, il est tout à fait plausible que pour le coup, vous n'ayez pas matière contre lui. En revanche, de manière concomitante à la barbe, eh bien vous avez des propos qui sont tenus, la volonté de se dissocier de certains, et notamment des femmes, en refusant de se faire la bise, voire même de serrer la main, en considérant qu'il n'a pas à se rapprocher de cela, comme en jurisprudence on a un cas comme ça où il dit de cela, en parlant ni d'homme ni de femme, il dit je me rapproche pas de cela. C'est aussi une sorte de prise de recul par rapport à un type d'individu. Et bien quand on a ces événements qui s'additionnent les uns aux autres, sans forcément aller là aussi sur le terrain de la radicalisation, vous pouvez simplement porter accusation à l'employé de son attitude qui malheureusement pose problème parce que les salariés malheureusement ne sont pas à l'aise avec lui et parce qu'il crée justement cette rupture dans l'organisation de service, il est fautif. Et cette faute, elle peut donner lieu à sanction. Maintenant, la radicalisation, elle a une vertu différente et elle a une vertu aussi, bien sûr sociétale. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie au-delà du droit social. C'est la partie de la dénonciation auprès des autorités compétentes extérieures. Et donc, alors excusez-moi, là c'est une slide de plus, hein, mais je vous l'ai dit, hein, moi j'ai tendance à parler beaucoup et à parler vite. Et c'est vrai que voilà, j'ai déjà passé la notion donc de discernement, de faire l'apologie effectivement donc d'un certain nombre d'indices et de ne pas y aller à la va-vite, hein, de ne pas faire de raccourcis. Donc, les actions qui sont possibles, on a vu l'action en interne, je vous en ai déjà parlé, hein, donc l'action interne à l'entreprise, c'est-à-dire face à une telle problématique, entre en jeu l'utilisation des règles disciplinaires ou du règlement intérieur, donc
alors, ou des réglementations spécifiques. Excusez-moi, je vous ai précisé ça, c'est parce que je ne connaissais pas le public que j'allais avoir, mais je rappelle que en fonction de certains secteurs en fonction de certaines, pardonnez-moi, en fonction de certains secteurs professionnels, il y a des réglementations atypiques qui existent. D'accord? Par exemple, dans le milieu du transport, c'est vrai que vous avez effectivement des règles particulières qui s'appliquent. Hein, vous connaîtrez peut-être l'affaire dite Securitas contre Roissy-Charles de Gaulle. Donc là, on a deux phénomènes d'ailleurs. Hein. On a le service de transport d'un côté, on a le service de la sécurité privée de l'autre. En fait, vous avez une démonstration de neutralité à avoir. C'est acté dans des règles de fonctionnement de certains postes clés au niveau national. Hein. Donc il y a un service national d'études et d'analyse justement des comportements fautifs, hein, ce qu'on appelle le SNAES. Et le SNAES, effectivement, a défini un certain nombre d'activités qui sont effectivement particulièrement régulières et particulièrement circonscrites, et qui finalement nécessite une sorte de neutralité religieuse ipso facto. Il n'y a même pas besoin d'un règlement intérieur, c'est comme ça. Et je vous parlais de l'affaire, par exemple, Securitas contre Roissy-Charles de Gaulle. Donc, on a dans cette affaire 3 collaborateurs de chez Securitas qui sont mis à disposition. En plus, hein, ce ne sont pas des salariés de Roissy-Charles de Gaulle. Hein, ce sont des collaborateurs de Securitas et c'est un contrat de prestation qui les amène à interagir sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ces 3 collaborateurs vont arborer une barbe imposante. Et on est sur un territoire particulier, un aéroport international. Donc vous avez compris un petit peu le raccourci qui est fait par beaucoup, pas de collègues, mais de ressortissants étrangers qui sont en transit sur le territoire, qui effectivement peuvent avoir peur. Hein, inutile de vous faire un rappel de ce qui a pu se passer dans l'actualité sanglante des 2 dernières décennies. Donc effectivement, un avion, un aéroport, voilà, le raccourci est vite fait. Et donc, pour le coup, Roissy-Charles de Gaulle va demander à ces 2 collaborateurs dont ils ne sont pas en hiérarchie directe, je vous rappelle que ce sont des prestataires, qui leur demandent, écoutez, de bien vouloir effectivement revoir leur façon d'être et notamment la taille de leur barbe. Hein. Ils ne demandent pas à couper la barbe, hein. Ils disent de tailler la barbe, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et dans cette affaire, donc vous avez les collaborateurs de Securitas qui disent non, désolé, mais pour nous c'est pas possible. Voilà, c'est pas déjà c'est une démarche qui nous semble surprenante, hein, que nous demander de tailler la barbe. Et puis d'autre part, voilà, nous c'est un modèle de conduite que l'on arbore, pardonnez-moi. Donc c'est ainsi, on ne changera pas. Alors, qu'est-ce que va faire Roissy-Charles de Gaulle? Roissy-Charles de Gaulle va se tourner vers l'employeur, hein, vers Securitas, et va dire à Securitas, écoutez, nous, on ne veut plus travailler avec vous, avec des collaborateurs ainsi, donc ou vous nous les substituez, ou on rend le contrat commercial. Et donc, évidemment, hein, vous imaginez bien que là, Securitas va faire une substitution des collaborateurs, donc va dire, bon, écoutez, pas de grave, enfin, ce n'est pas grave, hein, vous voulez pas interagir selon les demandes qui sont soulevées par le client, pas de souci, donc moi, je vous substitue, je vous mets ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ailleurs, ça veut dire moins d'argent, parce que l'aéroport, ça veut dire pas mal d'astreintes, pas mal de primes. Et donc là, pour le coup, ils vont pas supporter ça, ils vont dénoncer l'agissement fautif, parce qu'ils vont considérer qu'il y a discrimination. Et alors là, pour le coup, on va aller sur le terrain justement de l'activité réglementaire. Parce que dans l'activité réglementaire de la sécurité privée, tout comme du transport, il y a une obligation effectivement d'avoir une certaine neutralité. C'est sur ce terrain-là qu'on va aller et que l'employeur va pouvoir finalement sauver sa peau, si vous passez l'expression. Donc, il y a aussi, bien sûr, dans certains cas, des actions totalement internes et totalement légitimes en tant que telles. Après, il y a les actions externes à l'entreprise, et alors celles-ci, évidemment, il faut aussi en parler, parce que c'est un sujet d'actualité qui est très important pour vous. C'est que finalement, quand on a un phénomène de radicalisation potentielle dans l'entreprise, on peut aussi tout simplement dire, voilà, j'ai un doute, et j'appelle les autorités compétentes. Alors l'employeur a la possibilité, hein, tout comme les employés, bien sûr, de signaler aux autorités, dans le cadre d'un dispositif mis en place par le gouvernement, à un individu dont il estime que son comportement est inquiétant. Alors, le dispositif mis en place par le gouvernement, il y en a plusieurs, hein, pour être exact. Alors déjà, il y a le comité interministériel de lutte contre la radicalisation, qui est un comité qui a mis en place en ligne un fichier d'alerte avec votre nom, prénom, etc. Moi, c'est pas forcément ce que je conseille. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à dire que dans ce cas-là, il est préférable pour l'employeur, tout comme un salarié d'ailleurs, de plutôt faire appel aux autorités de police, qui eux sont obligés de prendre acte, bien sûr, du signalement que vous faites. Surtout un signalement de ce genre, c'est évidemment quelque chose qui est pris très au sérieux. Alors je dis pas que les services de police ne prennent pas au sérieux les déclarations, mais bon, si vous pratiquez certaines démarches dans certains cas de figure, par rapport à la consommation d'alcool, etc., vous savez que parfois, ils n'ont pas forcément le temps ou l'occasion de pouvoir faire ce que vous leur demandez. Il y a aussi un problème, bien sûr, de disponibilité, de place, etc. Mais en revanche, un signalement de ce genre, je vous garantis qu'aujourd'hui, alors c'est la géopolitique qui le gouverne aussi, bien sûr, mais un truc du genre, ça aujourd'hui, c'est certain que ça passe pas entre les mailles du filet. Donc, les services de police, vous les appelez, évidemment, pour le coup, ça sera pris en acte. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'on a fait une dénonciation
fausse. Peut-être que moi, je pensais dans l'entreprise que c'était la radicalisation, puisque ce sont des indices. Moi, ça m'a mis ça m'a mis un petit peu le doute, mais peut-être que je me trompe. Alors, je vous rassure tout de suite, pour qu'un signalement soit considéré comme fautif ou attentatoire, il faudrait effectivement que vous ayez commis une erreur flagrante de mesure ou de proportionnalité. Donc, en d'autres termes, c'est flagrant, quoi. Hein. C'est que vous avez voulu nuire à la personne. C'est que la personne, par exemple, du jour au lendemain, elle décide de vous dire je me suis reconverti, je me suis converti, pardonnez-moi, et donc je pratique telle et telle religion. Boum, pour vous, c'est radicalisé. Bon, non. En plus, pour avoir déjà examiné un peu la situation, je peux vous dire qu'en général, quand vous êtes au bout du fil avec les autorités de police, en général, ils vous renvoient vers un collaborateur du commissariat qui s'y connaît un petit peu plus et qui va vous poser un certain nombre de questions. Et au regard de ce que vous allez dire, il va y prendre acte ou pas. Il va vous dire, OK, on est dedans ou on n'est pas dedans. Il va vous dire, voilà, il y a suffisamment d'indices pour nous laisser supposer qu'on peut aller plus loin ou pas. Et là, finalement, c'est plus de votre ressort, c'est eux qui interagissent. Ils peuvent vous demander des informations sur l'individu, ça sera notamment bien sûr son identité, mais bien sûr son numéro de sécurité sociale, c'est souvent un indice qui est demandé de manière à pouvoir, alors après là ça vous échappe, là on rentre dans la DGSI, on rentre sous la surveillance, et pour vous expliquer un petit peu la procédure, comment qu'elle se déroule derrière, eh bien il y a mise sur écoute, il y a mise sur écoute, surveillance du collaborateur pendant 2 mois, et si au bout de 2 mois d'écoute administrative, parfois moins, hein, si les indices sont suffisamment graves, ce qui peut se passer, c'est qu'en moins de 2 mois, bien sûr, les autorités débarquent chez l'individu sans qu'on sache que c'est vous, hein, bien évidemment. À aucun moment, bien sûr, hein, quand même que vous le sachiez, à aucun moment, la dénonciation est faite que c'est vous qui avez fait quoi que ce soit. Hein. Donc, ça ne se passe absolument pas comme ça. Hein. Donc, voilà, ça reste totalement privé. Et si demain, ou 3 jours, ou 10 jours, ou 30 jours, ou 40 jours plus tard, il y a des services de police qui doivent débarquer chez l'individu, finalement, pour le recevoir, pour l'interpeller, pour le mettre en garde à vue et décider si oui ou non un signalement, un fichage S est requis, personne ne saura que c'est vous. Alors, je rappelle quand même une chose, parce que ça donne un pouvoir comme ça qui semble être disproportionné à un employeur. Je vous rappelle qu'un simple voisin de palier peut faire la même chose. Hein. Faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que quand on a un doute sur une personne, vous appelez les services de police compétents. Je précise compétents. Je mets une petite parenthèse, mais compétents. Mais effectivement, normalement, vu l'air du temps, il n'y a quasiment aucun doute. Mais fondamentalement, voilà, vous appelez les services de police, automatiquement, le suivi est fait. Hein. Et ça peut émaner d'un collègue, ça peut émaner d'un manager, ça peut émaner d'un copain du football, enfin d'un copain, si tant est soit peu qu'on peut appeler ça un copain, ça dépend après, hein, on peut être copain avec quelqu'un qui a changé, donc dans ce cas-là, l'attitude et le positionnement est différent, mais voilà, ça peut être un collègue du football, on va dire, ça peut être quelqu'un qui vit en face de chez nous dans la maison d'à côté, ça peut être plein de choses. Hein. Donc l'interpellation peut être faite par les services de police, mais le doute qui a créé cette interpellation, très honnêtement, c'est impalpable. Hein. C'est impalpable. Donc voilà, c'est une chose que vous devez savoir. Alors moi, j'ai souvent effectivement rencontré des directeurs de sites qui m'ont dit qu'ils l'ont fait. Il y a du signalement. Et moi, je l'ai rencontré. Hein, j'ai rencontré plusieurs directeurs de sites qui m'ont dit qu'ils l'ont fait. Bon, bah voilà, hein, ils se sont sentis l'âme obligatoire, alors l'âme citoyenne obligatoire à dénoncer, parce qu'il n'y a pas d'obligation à dénoncer. Alors, si vous revenez en arrière, hein, le président, c'est M. Hollande à ce moment-là, il va dire ouvertement à la nation qu'il faut que chacun joue son rôle d'acteur citoyen, de prévenance et d'alerte, et qu'il considère que c'est à nous, en tant qu'individus, de se prendre en main et de se dire que demain, il y a un risque pour vous, pour moi, pour quiconque, et que donc on doit être capable de ne pas avoir peur et de prendre justement la responsabilité qui émane et de devoir signaler s'il y a un phénomène qui nous semble disconvenant ou problématique. Et donc, effectivement, c'est un choix citoyen hein, que de faire une alerte ou pas. Dans une entreprise, prendre des mesures vis-à-vis d'un collaborateur dont on estime qu'il y a un phénomène de radicalisation qui est en cours, c'est une chose. On parlera jamais d'ailleurs de radicalisation avec lui. On pourra le supputer, on pourra le laisser planer, mais on n'en parlera pas. Mais la deuxième étape, ça pourrait être évidemment de saisir les autorités de police pour signaler justement, semble-t-il, un détournement dans l'attitude de l'individu qui laisse supposer ou pressentir qu'il serait radicalisé ou qu'il deviendrait radicalisé. Et donc dans ce cas-là, effectivement, ça vous échappe. Là, c'est vraiment pris en charge par les autorités de police et une mesure peut être prise évidemment. Je vous dis, en général, c'est 2 mois d'enquête administrative pour dénoncer si oui ou non on a un phénomène de fichage. C'est 2 mois maximal d'enquête administrative. Et après, soit ça se fait en moins de 2 mois, soit ça se fait en 2 mois pile poil. Et si il y a rien, il y a rien. Tout simplement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Alors attendez, je vais... Vas-y, je vais prendre la main pendant que Céline nous revient. D'accord. Oui, on a William qui nous a posé une question. Existe-t-il une radicalisation plus souterraine et organisée en groupe? Et avez-vous des éléments pour l'identifier?
Alors, cette question est. Alors, attends, tu peux reprendre, Thomas, parce que la question est surprenante. Enfin, surprenante. Enfin, Oui. j'aimerais la. En fait, il y a deux. Ouais, on va dire qu'il y a deux questions. Hein. C'est Ouais. dans un premier temps. Donc, existe-t-il une radicalisation plus souterraine et organisée en groupe? Et dans un deuxième temps, avez-vous des éléments pour l'identifier? Alors, William, je suis pas tout à fait sûr de ce que vous attendez, mais j'ai quelque chose en tête. Donc, il y a un cas de figure comme ça qui est arrivé déjà en France et qui avait été d'ailleurs largement. Alors, il n'y a pas eu de polémique, comment dire, au niveau des comités interministériels, etc. Mais au niveau du droit social, ça avait beaucoup fait jaser en son temps. On avait effectivement dans une entreprise du nord de la France, c'était en 2022 de mémoire, on avait une entreprise effectivement qui pour le coup avait dans ses rangs un certain nombre de collaborateurs avec une orientation religieuse qui existait, mais qui se montraient effectivement très souples dans leur façon d'être et dans leur comportement. Mais il semblait, je dis bien, ouais, n'hésitez pas à expliciter votre question, William. Moi, je vais vous donner déjà l'exemple, vous allez me dire si c'est ça, mais effectivement, ce groupe de personnes du nord de la France là, qui travaillaient dans cette société, si vous voulez, voilà, c'était des personnes qui avaient affiché leur orientation religieuse, c'était pas des gens qui cachaient qui ils étaient, mais en revanche, sur des réseaux, à titre personnel, ils avaient donc il y avait un groupe, bon c'est de plus en plus courant dans les entreprises, mais il y a des réseaux professionnels ou parfois des réseaux personnels qui permettent à des gens de se retrouver. Et eux, ils avaient créé une communauté dans un réseau et ils discutaient entre eux de ce qui devrait être changé dans l'entreprise. Ils estimaient, par exemple, dans les conversations qui étaient saisies sur WhatsApp, alors je vous le dis, c'est des conversations qui ont lieu sur WhatsApp, donc ce sont des collaborateurs qui entre eux, donc autant au travail se montraient neutres, donc ils ont une pratique religieuse mais très souple, très voilà, il n'y a pas de problématique avec eux. On a le droit de pratiquer sa religion, on a le droit de montrer ouvertement sa religion, on a le droit, enfin montrer ouvertement, on a le droit de dire ce que l'on est entre guillemets dans le sens religieux du terme. Mais après, évidemment, on n'est pas, eux ils étaient très souples là-dedans, ils n'étaient pas à polémiquer pour dire il faut faire cela, ils n'étaient pas à démontrer ouvertement en portant des signes ostentatoires, etc. Non, ils étaient très souples, ils étaient très dans le réglementaire. Mais en revanche, dans les réseaux, ils parlaient ouvertement entre eux, donc un groupe de personnes entre eux qui disaient ouvertement bon, c'est pas normal cela, on a trop de femmes à cet endroit-là, t'as vu en plus de quoi ils parlent. En fait, il y avait, si vous voulez, et c'est pour ça que vous me parlez d'organisation souterraine, je pense à ça, parce que dans cette affaire, vous aviez un groupe de personnes qui, à titre privé, sur les réseaux, effectivement, polémiquaient sur l'activité professionnelle, les collaborateurs, dans leur attitude, dans leur façon d'être, etc. Et là, si vous voulez, c'est l'ironie d'une situation donnée à un moment donné qui va effectivement faire polémique. En fait, si vous voulez, il y a un collaborateur de, bon, franchement, c'est la faute, comment dire, c'est la faute, c'est un coup de bol, parce que vous avez un collaborateur qui n'a rien à voir avec cette communauté en question, qui va à un moment donné donc discuter, être proche de certains des collaborateurs en question, et qui va faire partie à un moment donné par inadvertance, qui va faire partie de ce groupe. Alors je pense qu'en même temps, ces personnes n'ont pas pensé entre guillemets à effacer les conversations, etc. Mais si vous voulez, voilà, toutes les conversations, quand vous êtes partie intégrante à un groupe, eh bien, vous êtes nouveau dans un groupe, mais vous avez le droit de remonter en arrière. Enfin, vous avez le droit de voir les conversations qui ont eu lieu en arrière. Et lui, ce qu'il va se faire, c'est ça. C'est qu'en fait, il va se prendre le temps de lire les conversations qu'il y a. Alors, je tiens à le préciser. Alors après, l'affaire, elle est dite comme ça. Maintenant, si ça se trouve, on n'a pas tous les infos. Je n'étais pas dans le dossier, mais il nous est rapporté que lui, il n'avait rien à voir avec l'envie de dénoncer quelque chose. Il était rentré dans ce groupe parce que ce groupe de collaborateurs avait décidé de le faire rentrer dedans parce qu'il l'aimait bien. Mais sauf que lui, sans incitation, sans volonté de nuire, il est remonté sur les conversations. Il savait rien, lui. Il n'était pas dans la suspicion. Mais en revanche, en remontant en arrière, il a vu ce qu'il a lu. Et il a commencé à se poser des questions. Et justement, il disait ces principes de cette société est mal gérée, il y a que, alors je vais reprendre les termes, il y a que des blancs, ça peut rien donner de bon, etc. Et donc, il a été surpris de lire tout cela. Il en a fait part effectivement à son employeur. Et c'est l'employeur qui a considéré derrière qu'il y avait en souterrain, enfin, lui, il avait dit qu'effectivement, de manière maquillée, il y avait un comportement outrageant à destination des collègues. Et que pour lui, il y avait un sentiment de crainte à avoir. Alors, l'affaire avait donné lieu effectivement à un licenciement de mémoire, je crois qu'ils sont 5 ou 6, mais l'affaire, elle avait été effectivement lancée en procédure, mais il me semble qu'en première instance, enfin devant le prud'homme, on avait considéré que le licenciement était valable, mais il y a un appel. C'est sûr qu'il y a un appel. Ouais, si, sûr qu'il y a un appel, puisque c'est un conseil de prud'homme. Moi, j'ai une décision d'un conseil de prud'homme, j'ai pas la décision de la cour d'appel, et la cour d'appel effectivement va se prononcer. Alors après, il faudra voir la suite de l'affaire, mais effectivement, en souterrain, là, c'est un coup de bol. Encore une fois, c'est un coup de bol. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une conversation qui était privée, et il a pu effectivement, comme il est collaborateur, jouir effectivement de cette conversation privée pour dire attention, stop, j'ai une preuve. Là, je vous rappelle que quand vous êtes
comment dire, dans le droit social, si vous voulez rapporter la preuve d'un événement qui est sur les réseaux, soit le collaborateur est sur les réseaux et a vu quelque chose et en tant que collaborateur, il se sent dégradé, ou alors l'information est délivrée en public. Là, pour le coup, c'était des conversations privées d'un groupe privé. Il y a un salarié qui a pu avoir accès et donc il a pu utiliser cette preuve contre les autres. Sinon, l'employeur aurait rien pu faire. Donc, c'est vrai que ça existe, mais alors des éléments pour l'identifier, c'est pas évident. C'est pas évident. Je vous dis, à part avoir, bon, on peut imaginer l'affaire différemment, celle que je viens de vous préciter, à part avoir un bouc émissaire qui rentre dedans et qui fait son enquête par lui-même, mais c'était pas le cas dans l'affaire en question. Semble-t-il, vraiment, dans la lecture du dossier, c'était quelqu'un qui était apprécié par le groupe, qui est rentré dans ce groupe, mais qui s'attendait justement pas à être dans un groupe communautaire, justement. Autant ils étaient d'une orientation religieuse avérée, mais autant ils semblaient être sympathiques, etc. Et lui, il n'avait pas du tout l'idée que c'était une communauté religieuse en tant que telle. C'est après qu'il l'a découvert. Voilà. Mais sinon, effectivement, hein, des organisations radicalisées en souterrain, je rappelle aussi, soyons proportionnés et mesurés. Hein, vous n'êtes ni enquêteur, ni magistrat. Enfin, vous, dans l'entreprise, vous devez simplement mesurer ce qui se passe et notamment le comportement des collègues. Est-ce qu'ils ont des peurs ou pas? De toute façon, c'est l'indice. Hein, gardez toujours en tête l'indice. Est-ce qu'il y a des peurs ou non des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des suspicions de la part des collaborateurs, oui ou non? S'il y a un phénomène de crainte, de terreur ou de peur dans l'entreprise, c'est bon. Hein, là, vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'éléments pour poser des questions aux salariés et demander des comptes aux salariés. Voilà. D'autres questions? Alors, ma foi, moi, ce que je peux vous proposer, parce que là, c'était une présentation finalement assez rapide, hein, c'était 2 heures, enfin 2 heures, moins de 2 heures d'ailleurs de présentation, 1h36. Mais effectivement, je me suis permis, avec la coordination M2I, de vous proposer quand même, parce que c'est un sujet qui mérite une journée entière, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, en 2 heures, on peut zoomer. D'ailleurs, j'ai pu zoomer, mais que sur une partie, la radicalisation dite religieuse. Hein, vous le savez, il y a une radicalisation carrément autre aujourd'hui d'ailleurs qui s'opère. Hein, puisque il faut quand même le reconnaître au niveau géopolitique, il commence à y avoir une radicalisation à sens contraire. Hein, il y en a quand même qui en parlent aujourd'hui, donc il faut aussi être vigilant, c'est-à-dire que là où on a un phénomène de radicalisation religieuse stéréotypée côté musulman actuellement, il faut le reconnaître puisque c'est la radicalisation djihadiste, faites très attention, je finirai mon propos là-dessus, il commence à y avoir une radicalisation en sens contraire, c'est-à-dire qu'on commence à voir dans les entreprises la haine de l'autre, mais la haine dans le sens différencié du terme, c'est-à-dire à l'opposé maintenant. Et donc, faites très attention à cela, parce que là aussi, c'est un phénomène de radicalisation, en tous les cas, un phénomène à montrer du doigt et qui doit être dénoncé dans l'entreprise. Hein. Toute forme de haine, de toute façon, sur le lieu de travail, je vous rappelle que dans le droit social, c'est interdit. En tout état de cause, pour faire le panorama de tout ce que l'on vient de se dire et travailler avec plus de profondeur et évidemment de voir ce qu'on appelle un protocole d'alerte, parce que je ne vous ai pas parlé d'un protocole d'alerte, mais c'est vrai qu'évidemment, on pourrait mettre en place un protocole d'alerte, mais là, je ne peux pas tout vous dire, hein, il y a quand même que 2 heures et on garde ce qui doit être vu en formation pour ce qui est de la formation purement. Et c'est vrai que si vous voulez qu'on voit par exemple un protocole d'alerte, des cheminements pour les managers, des cheminements également pour les services RH, je vous invite à vous intéresser à cette formation prévention et sensibilisation à la radicalisation, une formation en une journée et qui honnêtement mérite le coup de la suivre. Enfin, moi, je pense que c'est un sujet que tout le monde devrait traiter parce que on pense souvent à la loi anticorruption, on pense souvent à la lutte contre les discriminations dans le sens général du terme, et on oublie cette partie radicalisation qui mérite souvent d'être travaillée. Et je le répète, la considération géopolitique nous amène aujourd'hui à se poser de bonnes questions. Voilà. Merci Aziz pour ton animation qui nous a donné beaucoup de pistes très très intéressantes. Et comme tu l'as dit, effectivement, nous organisons avec toi une formation d'une journée. Vous retrouverez les dates sur notre site M2I Formation pour pouvoir bénéficier de 20% de remise sur cette formation. Vous avez un code qui s'affiche à votre écran. Donc, pensez bien à le signaler au conseiller formation qui vous inscrira à la session pour pouvoir en bénéficier. Et tous les collaborateurs peuvent y assister. Ce n'est pas du tout limité en nombre au sein d'une même entreprise ou d'une même organisation. Vous retrouverez également le détail de cette formation sur notre site web. Et encore une fois, nos formations vraiment s'adressent à tout type de public et tout niveau. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Moi, j'aimerais juste rajouter peut-être encore une dernière petite chose. J'ai eu l'occasion à un moment donné de vous dire, et je voudrais juste bien paramétrer mon propos, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il n'y a pas d'obligation en soi de détecter la radicalisation, ce qui est un fait. Hein. La radicalisation, c'est pas une obligation de santé résultat. Mais en revanche, il y a une obligation de sécuriser ses salariés. Entendez bien par cela que à partir du moment où on doit sécuriser les salariés,
si vous avez à devoir dénoncer, enfin si vous devez dénoncer des choses, il faut les faire selon un protocole à mettre en place, un protocole, un agissement protocolaire qui doit être mis en place, un peu comme un process d'alerte pour les métiers, enfin un peu comme un processus d'alerte pour les risques psychosociaux ou pour le harcèlement sexuel. C'est pour ça que je vous parle, et c'est pour ça que dans le cadre d'un sondage, on vous a demandé si vous aviez des protocoles mis en place, parce que si vous n'en avez pas, quelque part, alors moi je le revendique, hein, je dis ouvertement que c'est la bonne chose à faire, parce que souvent les personnes pensent qu'elles sont démunies, qu'elles ne peuvent rien faire ou qu'elles ne peuvent pas parler, mais au contraire, mettre en place un phénomène de dénonciation, c'est une bonne chose. Et dans ce cas-là, avoir un protocole d'alerte, c'est la bienvenue. Alors le protocole d'alerte va avec ce qu'on appelle une sensibilisation, et ça, la sensibilisation, elle peut être faite, bien évidemment, dans le cadre d'une formation animée, mais ça peut être aussi par l'intermédiaire d'un écrit. Et là aussi, on est capable, hein, chez M2I, de vous faire soit des e-learning prédisposés, ou alors carrément des documentations écrites. Ça, on a un petit peu de tout là-dessus. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important. Merci pour cette précision, Aziz. Ouais. On peut répondre, on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas. Alors le support de présentation vous sera transmis avec nos remerciements pour avoir été présent ce jour par Thomas, et également le replay de ce webinaire. Profitez-en, nous sommes tout à fait disponibles et vous avez, je dirais, l'expertise d'Aziz pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, beaucoup de remerciements, Aziz. Nous recevons beaucoup de remerciements. Excellente présentation. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, peut-être que j'ai été suffisamment clair pour pas qu'il y ait de questions, ce qui est plausible aussi. Oui, ou peut-être aussi que le sujet est très novateur, parce qu'on entend parler, comme tu le dis, c'est très médiatisé, mais très novateur au sein des organisations et des entreprises. Ouais, donc, et en tout cas, c'est l'objet de ces webinaires de sensibilisation sur des sujets, s'ils vous permettent de découvrir soit de nouveaux sujets, soit de pouvoir prendre de la hauteur, ou encore de pouvoir directement poser vos questions à nos experts. Donc, profitez-en. Quoi qu'il en soit, c'était notre dernier webinaire de l'année 2023. On en a fait beaucoup ensemble cette année. On vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous avez toujours été très présents et nous espérons bien évidemment continuer et vous revoir l'année prochaine. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de terminer le webinaire. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. J'en profite également au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Merci Aziz encore pour ta présentation. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne journée et bonne fête à tout le monde. Hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et écoutez, je vous dis à très vite en tout cas. Merci encore de nous avoir suivis. On a un mot de Stéphanie D qui nous dit « Moi, c'était mon premier et c'était très bien ». Donc, je crois qu'elle a apprécié le live M2I et on vous invite, Stéphanie, à suivre nos autres lives qui vont arriver très prochainement. Pour vous revoir en 2024, bien évidemment. N'hésitez pas également, au travers du chat, je ne dis jamais suffisamment, mais à nous faire part de suggestions, de thèmes que vous souhaiteriez qu'on débatte ensemble. On ira chercher pour vous, les experts, pour pouvoir bien y répondre. Donc, n'hésitez pas également à nous formuler vos demandes. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. On a des retours, justement, j'en profite qu'on soit encore ensemble. On a alors de Cité Gestion, alors je sais pas le nom exact, qui dit « Merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant et brillamment présenté ». Et on a Stéphanie B qui nous dit « Présentation très riche et intéressante, merci encore, belle fête de fin d'année ». Donc, de très bons retours. Hein. Eh ben, moi, je vais reprendre la parole rapidement pour vous remercier effectivement pour vos sollicitations et remarques. Et sachez qu'on a déjà quand même en tête déjà deux thématiques évidemment, tant qu'on y est, puisqu'on a essentiellement du RH avec nous, qu'on a évidemment bien sûr en visibilité. Alors un texte qui pour l'instant est mis à mal, mais un jour ou l'autre, je crains qu'il soit ressorti sous une forme. Alors on verra laquelle, hein, mais bon, au niveau social, hein, il y a un texte particulier, donc c'est la loi immigration. Je vous rappelle qu'il y avait un pendant spécifique en droit social dedans, donc on attend de voir et on verra s'il y a des impacts de telle manière à ce qu'un webinaire tombe. Et puis bien sûr, et là vous le savez, c'est une promesse de notre président, une loi travail 2, que moi personnellement j'attends avec impatience. Et quand elle sortira, et croyez bien qu'elle sortira, parce que les promesses de notre président, vous les connaissez, et bien quand nous aurons cette loi travail numéro 2, ça sera avec grand intérêt qu'on vous fera aussi un webinaire. Vous y retrouverez notamment le CDD senior, pour ceux qui s'y connaissent en retraite, qui est attendu de pied ferme, puisqu'il avait été retoqué par
le Conseil d'État en son temps. Et donc maintenant, on attend le Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, pas le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, les sages, hein, évidemment, qui eux sont tous à la retraite d'ailleurs, pour le coup. Donc pour le coup, effectivement, on attend effectivement de pied ferme. Et donc vous aurez bien sûr bien d'autres webinaires en 2024 en droit social et en satellite du droit social, bien sûr. Ben voilà, tu nous as fait un bon teaser là. Magnifique, magnifique. Bon. Merci en tout cas, merci à vous tous. Merci tout le monde, belle fête. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.